Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec. La web radio étudiante de Marne-la-Vallée. www.radio-rec.org. Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joker. You are very happy of your goal. It's magnifique. 차려. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et c'est reparti pour un nouvel opus de cette magnifique émission, ma foi, de sport, de foot surtout, qui est Score Plus. On passe tous les lundis et les vendredis soirs à 20h30, et aujourd'hui on est vendredi soir, et il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité, et notamment européenne, vu que vous le savez, il y avait la Ligue des Champions et l'Europa League avec moi ce soir pour commenter, pour débattre, pour analyser. Raphaël, bonsoir. Salut Robin, salut tout le monde, salut. Salut à toutes, salut à tous, et Walid, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Satisfait, messieurs, de ce qui s'est passé cette semaine, un petit peu ? Ouais, très satisfait. Ouais, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Très agréable. Ouais, je sens qu'on va avoir pas mal de choses à débattre. Au programme ce soir, messieurs, le LOSC n'y arrive toujours pas. On a vu leur défaite 1-0 face au Bayern de Munich. On aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Plus, on continuera sur les clubs français avec le PSG qui assure l'essentiel. Face au Dynamo Zagreb, qui était, ma foi, un adversaire modeste. Très modeste, mais le PSG a assuré les 3 points en Ligue des Champions, et c'est ce qu'on leur demandait, ma foi. Les Grecs enfoncent Montpellier dans la crise. Ça me fait tousser, tiens, voilà, bravo. Bravo, messieurs. Ça gratte la gorge. Voilà, bravo messieurs pour cette nouvelle tout en finesse. Mais on verra pourquoi Montpellier a encore été pris en défaut une fois de plus en Ligue des Champions, et quelles sont les raisons d'un tel reversement de situation par rapport au match qui s'est passé. Excusez-moi. La chute des gros, donc toutes les sensations de cette 3e journée de Ligue des Champions qui a été, ma foi, riche en buts et de beaux scénarios. J'ai beaucoup aimé les matchs qui se sont passés, et on finira par un tour de résultats en Ligue Europa. Voilà, messieurs. Donc on commence tout de suite avec Lille. Donc Lille qui affrontait le Bayern. On en avait parlé un petit peu, ma foi, lundi, après les résultats du Bayern qu'on avait brièvement évoqué, qui avait gagné 5-0 face au Fortuna. Bon, une défaite 1-0 méritée, et un Bayern. Rudy Garcia avait dit qu'il fallait un très bon LOSC, et je pense qu'on peut l'écouter lui-même parler de cette situation, messieurs, et on enchaîne juste après. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas su égaliser, même si le coup du sort et le fait du match sur cette erreur d'arbitrage, il est quand même lourd. Ça fait 2 après le but hors jeu encaissé contre le Bate Borisov. On ne se cache pas derrière ça, parce que je pense qu'on était capable de faire encore mieux. Maintenant, aucune équipe n'a plus de 6 points, mais nous on en a 0. Ça veut dire qu'il faudra gagner à Munich si on veut espérer se qualifier. Mais tant que mathématiquement on est encore dans le coup, on va tout faire pour sortir de cette poule, même si on est bien sûr les moins bien placés ce soir. C'était pas facile. Franck Ribéry, donc. Peut-être que ça n'a pas été notre meilleur match, mais des fois il faut savoir aussi accepter, et puis il faut savoir aussi gagner dans ces moments-là et être solidaire comme on l'a fait défensivement. On a tenu ce score jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'il manquait peut-être un peu de pêche, un peu de jus pour essayer de marquer ce deuxième but, mais on a tenu, c'est l'essentiel. Messieurs, je les trouve bien réducteurs face au scénario du match, puisque Rudy Garcia en gros nous dit qu'ils ont perdu à cause d'une erreur d'arbitrage. Ribéry nous dit qu'ils ont été moyens, etc. Moi je vois surtout que le Bayern de Munich a très vite vu qu'il n'a pas eu à forcer son talent pour vaincre une très faible équipe de Lille. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les propos de Rudy Garcia, on note quand même un optimisme. Enfin, je sais que c'est plutôt de la démagogie pour pas sombrer dans du pessimisme ambiant. Mais Lille, à l'heure actuelle, a 0 points. Les 3 autres équipes du groupe, que sont Valence, le Bayern et le Bate Borisov, ont tous 6 points. Pour moi, c'est complètement impossible que Lille se qualifie pour les 8e de finale de Ligue des Champions. C'est fini. Il me semble qu'ils avaient 12% avant le début de ce match. Si tu veux une petite stat, depuis 2003 et 2004 et l'instauration du format actuel de la Ligue des Champions, aucune équipe qui a perdu ses 3 premières rencontres n'a réussi à se qualifier.
Ouais. Donc tu vois, c'est clair et net. Non, mais c'est fini. Il faut être clair. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, moi j'ai été une nouvelle fois beaucoup déçu de cette équipe de Lille. Ce que je note avant tout, c'est que les recrues estivales ont encore une nouvelle fois déçu, à l'image de Salomon Kalou qui a été inexistant, à l'image d'un Marvin Martin qui peine à prendre ses responsabilités et à jouer comme on le voyait faire finalement à Sochaux. Et c'est tous ces facteurs-là qui me font dire que Lille pourrait quand même vivre une saison difficile. Bien sûr. Quand on voit qu'en 2 ans ils perdent Gervinho et Hazard, tu te rends compte finalement que c'est pas si facile que ça de remplacer des footballeurs de leur trempe. Et je me demande bien comment Lille va gérer cette suite de la saison, parce que ces 3 premières défaites en Ligue des Champions, c'est quand même un sacré coup dur sur le plan moral. Ouais. C'est compliqué pour Lille surtout, qui a eu, enfin clairement on a vu que c'était limité techniquement, c'est-à-dire que ça avait beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. Moi j'ai vu des montées, alors je sais que beaucoup de médias on l'ont un peu descendu, moi j'ai vu des montées de Balmont qui donnaient un petit peu envie et qui a voulu amener son équipe vers l'avant, mais clairement c'était presque, et le mot est trop fort j'en suis conscient, mais c'était presque du domaine du risible, dans le sens où il se faisait stopper très très rapidement par un milieu de terrain munichois qui avait même pas à forcer son talent. Moi ce qui m'a choqué, c'est que le Bayern de Munich, à part je veux dire, ils se sont mis en roue libre, ils ont mis Thomas Müller un petit peu au-dessus, on avait finalement même un Toni Kroos qui était à 50% de ce qu'on peut voir. C'est ce que j'allais dire, c'est que globalement j'ai senti une équipe du Bayern qui était à 50% de ses capacités. Ouais. Je veux dire, par rapport à ce que tu peux voir en championnat du Bayern, de la force collective qu'ils arrivent à mettre en avant, justement, t'as senti là, on l'avait dit vendredi dernier, que le Bayern normalement ne se contentait pas de petits scores. Et là on a senti que finalement ils ont vu que ils arrivaient à gérer, ils étaient peut-être pas dans un grand jour, mais qu'en même temps en face il y avait pas grand chose du tout. Faut voir que physiquement aussi, faut pas ça sert à rien de se tuer à la tâche. Exactement, et je veux dire, ils voient qu'à la 30e minute ils obtiennent un penalty qui est certes pas ultra évident, mais de toute façon ça change rien au match, puisque de toute façon ils s'en seraient pris un. C'est la gestion des grands clubs tout simplement. Voilà, c'est tous les grands clubs gèrent comme ça. Il y a que le Barça qui met 6-0 à tout le monde, mais dernièrement non, avec les blessés. Dernièrement non, mais tu sais le Barça entre 2010 et 2012 mettait en Ligue des Champions, mettait des 5-1, des 6-0. Bon les grands clubs, on va dire plus germanique, même anglais, etc. Voilà, ont une culture de ce 1-0 c'est suffisant, tu sais. Mais même en Italie, en Espagne, etc. Le Real, on met 1-0. Puis le Bayern, c'est pas la même équipe en championnat qu'en Ligue des Champions. Ils n'ont pas les mêmes résultats. Même si c'est une des 5 meilleures équipes européennes, ils seront certainement au minimum en quart, probablement en demi, pourquoi pas plus. Ouais. Ils ont géré intelligemment. Ils ont vu que cette équipe était inoffensive. Que devant il y a monsieur Kalou qui a fait un mauvais match, Tullio de Melo, c'est l'éternel mec tu sais qu'on aime bien parce que il tripote assez bien le ballon, mais qui au fond pour un attaquant ça sert à rien de tripoter, on lui demande de marquer, je veux dire. Et voilà, c'est le mec sympa, il marque pas, il y a des problèmes offensifs. J'ai pas compris Roux aussi quel était le problème. Roux, son problème surtout c'est son positionnement côté droit. Lui c'est un attaquant qui est véritablement axial. Pour le coup, moi c'est un attaquant que je suis, etc. Et mais Nolan Roux, moi ça a été un petit peu un symbole de ce Lille là. C'est-à-dire que Nolan Roux c'était un attaquant que je suivais depuis qu'il était à Brest, qui était à Brest, mais je pensais véritablement qu'il avait un potentiel, et là il m'a prouvé une bonne fois pour toutes que c'était un attaquant de seconde zone. Mais en même temps là tu te rends compte de la marche à franchir. Je veux dire, le mec joue à Brest il y a même pas 2 saisons, et là tu lui demandes de faire face au Bayern de Munich. Certes, tu vois, le palier est quand même immense. Ouais, mais tu vois, j'avais l'espoir que ce joueur puisse passer ce palier. Après, moi je pense surtout au-delà, la défense lilloise, à part Sidibé qui s'est fait manger comme un cochon, qui a commis un nombre de fautes incroyable. C'est Sidibé, il a voulu, je pense que véritablement c'était un cache-misère ses fautes, c'est-à-dire qu'il se faisait passer systématiquement. C'était véritablement une manière de se dire il m'a pas passé, alors que non, garçon, t'es ridicule. Après, Beria Chedjou, ça se valait, ils n'ont pas fait de grosses erreurs en soi, ils ont réussi à contenir Mandzukic, surtout Chedjou. C'était un bel exploit en soi, vu les performances que le garçon fait en Bundesliga. La défense centrale, j'ai pas tellement de points négatifs. Lucas Digne, j'ai entendu pareil, que les médias disaient il avait montré de l'envie. Moi il m'a surtout montré une faute bête, mais à ce niveau-là. Ça reste un bon espoir, oui. C'est un bon espoir, mais
sur ce match-là, tu te rends compte qu'il a certaines difficultés. Bah non, mais le truc, c'est que pour moi, c'est toute cette équipe de Lille qui est un peu dans cette ambiance croissante. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, tu n'as aucun joueur dans cette équipe qui arrive à hausser son niveau de la Ligue des Champions. Et tu te rends compte qu'aucun joueur n'a véritablement le niveau. Tu vois, tous les mecs qu'on a cités, ce sont des bons joueurs de Ligue 1, mais sans plus. C'est ça. Il y a plus, j'allais dire, il y a plus Eden Hazard, mais même quand Hazard était là, Lille n'y arrivait pas en Ligue des Champions. C'est là tu te rends compte. D'ailleurs, j'ai des statistiques qui montrent bien ces difficultés devant que tu citais avec Nolan Roux et Demelo, c'est que Lille n'a cadré aucun de ses 8 tirs dans la rencontre. C'est ça. Donc comment veux-tu être dangereux à partir de là ? Après on dit oui, le Bayern n'a pas cadré un seul tir non plus, mais c'est parce que il y a le penalty au moins. Il y a le penalty, mais non, mais dans le jeu, on va dire, alors je précise ma statistique, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient voulu, ils l'auraient fait quoi. Je veux dire, c'est une question. Il n'y aurait pas eu de ce penalty. Ils auraient mis un but à la 60e. Moi, j'ai trouvé que c'était une équipe quand même qui se bougeait pas. Il y a peut-être un problème avec le coach. C'est quand même dérangeant. Si tu trouves pas la motivation pour la Ligue des Champions, tu la trouves quand concrètement ? Mais c'est pas tellement une question de motivation. Pour moi, c'est une question de limite technique. Parce que la motivation, moi, j'en ai vu chez les joueurs de Lille. J'en ai vu des montées rageuses. Comme Martin. Que ça soit mais tu vois, même Ryan Mendes qui entre à la 75e. C'est le seul qui a réussi à dynamiter un peu. Mendes, on a senti quelque chose avec Mendes. Mais c'est ça. Même si le mec aussi est pas, c'est pas un cador. Hein. Il vient de Ligue 2 quand même du Havre. Il faut pas forcément exagérer, mais c'est vrai bien que sûr, mais... moi, au-delà d'analyser ce match, j'ai envie de parler un peu de Lille en général et de se questionner un peu sur ce qui se passe dans ce club qui, quoi qu'on en dise, relativement bien géré par Sédou, le président Sédou. Ils ont construit un grand stade et moi je me questionne quand même. On se disait il y a 2 ou 3 ans, bon Lille, ils attendent le grand stade si tu veux pour faire des gros investissements, acheter des joueurs. Et avant même de les acheter, au moins les conserver. Conserver Eden Hazard dans un grand stade, ça doit être faisable. Au moins 1 an. Je sais bien qu'on annonce, c'est un cador, c'est un des meilleurs espoirs et il cartonne à Chelsea. Ce qu'il fait, c'est formidable, hein, même si tout n'est pas parfait. Je pense qu'on en reparlera à Chelsea d'Eden Hazard. Mais au moins conserver, je veux dire, les joueurs clés, tu vois. Les Gervinho qui sont partis à Arsenal, les Eden Hazard, les conserver, ça devrait être possible. Et à partir du moment où tu as ton grand stade, faire des investissements, c'est-à-dire acheter des joueurs, prendre des risques. Je pense pas qu'Eden Hazard ait pu être conservé, mais je pense que véritablement, oui, lequel Gervinho, je pense qu'ils n'auraient pas dû céder. Gervinho est parti un petit peu. Tu peux le conserver une année et prendre un risque et te mettre même dans le rouge. Ok, c'est un risque sportif, il faut savoir le prendre. Je préfère moi les gens qui prennent des risques, quitte à se griller plus tard, que cette gestion en bon père de famille où tu prends toujours des joueurs du championnat de France. Tu vises la 3e place, tu te qualifies pour la Champions League et tu fous rien quoi en Ligue des Champions. C'est bien ce discours de prophète, mais Eden Hazard ne voulait plus rester au LOSC de toute façon. Il avait déjà fait une dernière saison. C'était en gros, bon, je reste là, je fais ma dernière, je rends service entre guillemets. Dans tous les cas, il aurait pas pu remplir une dernière année à Lille. C'est vrai. Moi, je te rejoins un peu sur tes propos dans le sens où ça fait quand même plusieurs années qu'on commençait en tout cas à comparer la gestion du LOSC avec celle de Lyon il y a 10 ans. Ça n'a rien à voir visiblement. Bah non, mais tu vois justement l'équipe qui monte progressivement, t'avais quelque chose de cohérent avec un coach qui était installé dans la durée. T'avais une structure qui était là et une politique qui ma foi. Le problème n'étant pas tant, je veux dire en Ligue 1, parce que je suis à peu près sûr qu'on les verra peut-être pas qualifiés en Ligue des Champions, mais tu vois l'Europa League, je les vois bien remonter parce qu'ils ont quand même quelques joueurs. Faut pas exagérer. Laisse-moi finir. Le tableau n'est pas trop noir. Ce que je veux dire, c'est que la différence avec Lyon, c'est que quand Lyon a eu des cadors de la trempe de Mamadou Diarra, Michael Essien, Florent Malouda et tous ces mecs-là, et ben même quand ces mecs-là sont partis, Lyon a réussi à les remplacer. Mais et à continuer sur sa durée. Voilà, c'est ça. Là, le truc que Lille n'a pas réussi, c'est justement ça, c'est cette passation de pouvoir. Hazard et Gervinho sont partis et vraisemblablement, les paris tentés par les dirigeants du LOSC ne sont pas payants. Les Dimitri Payet. Payet, c'est quand même très moyen. Oui, c'est une blague. J'ai eu peur que tu me dises que Payet valait des millions. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que Lyon, contrairement à Lille, a réussi à avoir une équipe avec des joueurs très compétitifs
en même temps. C'est-à-dire que les Diarra, les Juninho, les Malouda, c'était en même temps. Ça jouait dans la même équipe. Lille, c'est-à-dire que tu as un très bon joueur qui part quand un très bon joueur semble arriver. Or, le très bon joueur qui est ça se vérifiait sur les 5-6 dernières années. T'as remarqué, on a eu Gervinho, on a eu Eden Hazard. Et là, le truc, c'est que Eden Hazard est parti et je ne vois pas qui dans cette équipe est capable de prendre sa place. À un moment donné, là, ils ont eu des arrivées d'argent quand même. Faut pas. Ils l'ont pris pour Martin, ils l'ont pris pour Dimitri Payet. Ils l'ont pris pour le stade aussi. Non, mais le stade, il est payé. Oui, mais le stade, il est payé, mais il est payé avec quoi? Il est payé avec ses investissements dont tu viens de parler tout à l'heure. Ça, c'était l'excuse qu'on nous donnait pour il y a 2 ou 3 ans, qui était recevable. Oui. De même que Lyon se serre la ceinture actuellement pour le stade. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, au contraire, le grand stade doit leur permettre, si tu veux, d'avoir les liquidités pour acheter des grands joueurs. Et on les voit pas arriver. Les Martins, etc., c'est bien bon. En même temps, il y a des exigences salariales aussi. Il fallait sortir le chéquier. Non, mais il faut le sortir sur très long terme, mais c'est pas facile. L'année dernière, ils ont l'argent. On avait rapidement pardonné Lille pour ses prestations en Coupe d'Europe, justement parce que c'était nouveau pour eux, entre guillemets. Ils commençaient à rentrer doucement dans le grand bain. Le problème, c'est que cette année, on ne sent pas de progression. On a l'impression d'un retour en arrière, limite d'une régression de la part du LOSC. Et moi, je me pose véritablement la question de savoir est-ce que la suite ne va pas être plus compliquée parce que justement sur la scène européenne tu ne progresses pas. L'aura du club stagne. D'accord, il y a un nouveau stade, mais si tu fais rien dedans, je vois pas à quoi ça peut servir. Sur les 11 derniers matchs de Ligue des Champions, faut savoir que le LOSC n'en aura apporté qu'un seul. Ouais. Et cette stat, je trouve qu'elle démontre bien toutes les difficultés de Lille à grandir et à vraiment franchir un cap dans cette gestion du club. Tu vois, Lyon avait réussi en Coupe d'Europe. Ouais. Lyon avait quand même fait un quart de finale de Ligue des Champions avec Bordeaux, est sorti des poules à plusieurs reprises. Et là, du côté de Lille, justement, j'ai pas senti ce grand pas en avant que devait effectuer le club. Bien sûr, et ça se ressent dans le championnat. Je veux dire, ils ont pas dépassé la 10e place depuis la 4e journée. Ils sont en dessous. Ils sont en 2e milieu de tableau depuis les 4e journées. Ça fait 5 journées pour un club du Standard de Lille et qui, j'ai pensé du Standard de Liège, c'est nul. Mais dans un club du Standard de Lille, tu vois, qui est supposé avoir oui, c'était mauvais, c'est bon. Qui est supposé avoir cette volonté et c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Si tu veux, j'ai l'impression que les résultats sportifs, même si on est dur finalement parce qu'ils sont champions il n'y a pas si longtemps que ça, mais justement j'ai l'impression que les résultats sportifs là, récents, c'est-à-dire de l'année dernière et de cette année, ne sont plus en adéquation avec le reste des avancées du club. Ouais. C'est-à-dire que tu mets en place un superbe stade énorme, ultra moderne, et derrière justement l'arrivée de ce stade correspond finalement avec la régression des résultats sportifs. À l'heure où justement le stade aurait dû être là, entre guillemets, je veux dire au moment où Lille est champion et qu'il y a une véritable effervescence autour de ce club, tu l'as pas. Et au moment où il arrive, tu te rends compte qu'au niveau financier, ça t'a peut-être plombé le recrutement des saisons précédentes et que du coup, tu te retrouves avec des difficultés sportives. Et tu te rends compte aussi que Martin, ça suffit pas. Martin, c'était un bon joueur de Sochaux. On se rend compte que pour passer le cap, c'est compliqué. Et je pense que Salomon Kalou va être une énorme déception du côté du LOSC. Il faut pas exagérer. Non, moi je trouve que t'es trop dur vis-à-vis de Salomon Kalou. Ça reste Salomon, moi j'ai toujours appelé Salomon. Enfin, je sais pas, à l'anglaise ils ont prononcé ça Salomon, donc. Vas-y. Moi je me permets. C'est un prénom, c'est pas grave. Je me permets, oui, non, parce que j'ai la prononciation en anglais. Mais on va dire Kalou, mais il y a le Bonaventure, donc il faut pas se tromper aussi également. Hein. Donc on va l'appeler S Kalou. Ça restait quand même, certes, c'était un sub à Chelsea, mais ça reste quelqu'un qui avait de la vitesse et qui a apporté. Moi je le voyais, il a fait 2 bonnes saisons en gros, j'ai trouvé où c'était intéressant. Olias aussi il est rapide. Non mais Ancelotti, quand il en parlait, qu'il l'a eu sous ses ordres, disait que c'était quand même un bon joueur et qu'il comprenait pas trop les résultats de Lille. Je pense que Lille va remonter en seconde partie de tableau seconde partie de saison pour atteindre justement la première partie de tableau dans un premier temps et les places européennes, et tu verras. Le problème, c'est même pas. Et on dira, le problème, c'est son rendement, et c'est aussi ce qui montre. Je veux dire, le mec ne montre aucune motivation, aucune abnégation. Il ne se bat pas sur le terrain. Il est complètement absent. D'ailleurs, pour un joueur qui devrait être justement le leader de cette attaque, contre le Bayern, il n'a pas tiré une seule fois au but.
Et il a remporté qu'un seul de ses duels. Et justement, c'est dans cette stat au niveau des duels que tu te rends compte qu'il y a un véritable problème de motivation et d'investissement. Et c'est ça surtout que je lui reproche, c'est cet investissement. Mais après, il a pas été aidé par un trio Balmont, Pedretti, Martin qui s'est fait bouffer au milieu de terrain et je suis désolé, mais ils sont fait bouffer par une équipe du Bayern qui avait donc en face sur ce fameux duel du milieu de terrain, on avait Javi Martinez, Schweinsteiger et Kroos. Excuse-moi. Alors Toni Kroos, je l'ai trouvé moyen, mais j'étais un peu dur parce qu'il a pas fait un si mauvais match que ça, mais Javi Martinez il était fantomatique clairement, et Schweinsteiger c'est une déception d'ailleurs vu le prix qu'ils l'ont payé. Après c'était un match de déception au bout d'un mois et demi. Ouais, je sais. Non mais je veux dire, pas non, si mais, on peut... oui d'accord, mais tu sais combien, je crois une 40aine de millions si je me trompe pas avec le même salaire, mais c'est quand même énorme comme transfert. C'est vrai qu'on attend tu vois des résultats rapidement quand ça se prix. Surtout bon, après 40 millions pour un milieu aussi qui est relativement défensif, c'est après ouais non mais tu vois il avait pas joué défenseur si je me trompe pas à un moment. Il a déjà joué défenseur central. Voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce milieu de terrain qui a été fantomatique n'a même pas fait peur, enfin même pas créé d'espace pour le LOSC. C'est ça que j'ai trouvé effrayant quoi. C'est-à-dire que si à partir du moment où une équipe comme Lille ne peut pas battre un Bayern de Munich qui n'est pas au niveau, enfin ils vont battre qui ? Enfin tu vois, moi je prends l'exemple de Bordeaux il y a quelques années où le Bayern était un petit peu dans cette situation, enfin pas dans cette situation, non pas, mais ils étaient beaucoup plus en difficulté et Bordeaux avait battu 2-0 le Bayern de manière assez bonne, tu vois, et c'était une bonne période pour Bordeaux, etc. Et tu vois, ça me donnait un peu d'espoir, mais là je vois Lille et on va en parler un petit peu après. On en parle pas maintenant, mais Montpellier, etc. Et je me dis, mais c'est quoi cette attitude des clubs français qui se font, on dirait, à chaque fois pillés par la Ligue des Champions. Regarde Auxerre, etc. C'est à part Lyon qui s'en sort, mais Marseille aussi. Et même Marseille, tu vois, ils font. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'un club français arrive en Ligue des Champions, ils font une saison de merde derrière. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? À part Lyon, Lyon, mis à part. C'est une histoire de mentalité. On aime bien quand les grands se cassent la gueule, les puissants, ça nous fait marrer. L'année dernière aussi, c'était le grand kiff général, Montpellier en tête, Montpellier champion, etc. Moi, je vous avais annoncé très modestement que ça allait. J'étais pas devin non plus et je voyais bien que ça allait arriver. Oui. Qu'ils allaient se casser la gueule, et c'est ce qui se passe. Ils se cassent la gueule fort logiquement parce qu'il y a eu un tas de phénomènes qui ont été très positifs pour eux. Il y avait un Giroud. Le top de la voyance vous donne rendez-vous au 3914. 3914, de véritables voyants et médiums de renom vous attendent jour et nuit pour une consultation de voyance sans carte bancaire. Non, moi c'est avec la carte bancaire. Je prends la carte. Voilà, donc c'est Walid, on t'aime bien quand même. Voilà. Non, notre Madame Irma à nous. Mais Giroud est parti. Il y a eu beaucoup de chance. Il y a eu des équipes qui n'ont pas forcément joué à fond. Enfin bref, il y a eu un tas de facteurs très positifs. Et à un moment donné, c'est sûr que ça allait se payer. Alors je sais pas si on commence à parler un peu de Montpellier. Regardez. Oui, on peut enchaîner sur Montpellier. Oui. Je sais pas ce que vous avez pensé du match, messieurs, mais j'ai trouvé. C'était un peu moins triste que le Bayern. C'était beaucoup moins triste. On l'a pas dit, mais Lille-Bayern, c'était quand même. Il y a eu des périodes quand même assez chiantes. C'était le pire match, je crois, de la journée. Moi, j'ai regardé à peu près tous. Au moins les résumés larges, j'ai rarement trouvé. Disons que des matchs qu'on a observés un peu attentivement, je te cache pas qu'il y a un Cluj Galatasaray, je crois je n'ai pas regardé, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Mais c'était pas terrible. Mais c'était pas terrible. Mais des matchs importants un petit peu. Alors je sais que ça doit faire sourire. Enfin même si le Bayern, les gens ont un peu regardé. Mais c'était pas. Alors tandis que c'était quand même une bonne journée de Ligue des Champions. Non mais vous avez raison. Moi de tous les matchs que j'ai vus entièrement, c'était de loin le match le plus ennuyeux. Et c'était pauvre techniquement et c'est triste pour Lille. Là, Montpellier a montré plutôt contre l'Olympiakos un visage, moi j'ai trouvé, avec de la détermination. Il y avait quand même pas mal de choix risqués de la part de Girard qui était dans les tribunes, rappelons-le, tu sais, suite à son geste idiot et imbécile, mais en même temps c'est Girard, hein. Moi je vous avais annoncé ça encore une fois l'année dernière. Voilà, le mec n'a pas changé. Enfin, hier, l'année dernière quand même, vous me sortiez
Bédimo, mec, quand même, il est pas génial, etc. Bah, on le voit, enfin, le vrai Bédimo. Là, tu le dis, on le disait déjà l'année dernière. Ah bah écoutez, non, l'année dernière, on me disait, oui, mais t'exagères, Walid. Personne n'a dit ça. Mais alors là, personne ici, personne dans cette pièce n'a tenu de tels propos. Bah, si, l'année dernière, on était les premiers à dire que Bédimo, c'était un défenseur avant médiocre de Ligue 2. Et qu'il était un peu comme tous ces mecs comme Boccali. Ils étaient dans une sorte d'euphorie collective avec Montpellier l'année dernière. Voilà, et puis là, c'est le retour à la réalité. Lui qui voulait jouer absolument la Ligue des Champions, enfin en début de saison, c'est pas grave, hein. Moi je trouve que c'est bien d'être ambitieux, mais là concrètement l'ambition elle colle pas à la qualité technique d'un match face à un Olympiakos qui était loin d'être terrible. Je suis désolé de dire, hein, mais c'était pas une équipe vraiment transcendante. Et là c'est quand même le champion de France qui se fait battre par un Olympiakos qui est l'année dernière, je sais plus s'ils ont été champions en Grèce ou deuxième, je crois deuxième. C'était vraiment pas terrible quoi. Et c'est marquant quand même, je veux dire, le champion de France qui se fait battre par l'Olympiakos. Mais c'était pas aussi radical, Raphaël. Écoute, non mais moi ce qui le gros problème avec tout ça, c'est que on sent au début du match que Montpellier a envie, Montpellier a plus de réussite que ces derniers temps. Tu te dis finalement peut-être que c'est ce match qui va leur permettre de sortir de ça, et finalement la Grèce enfonce Montpellier dans leur crise. Ouais. Je veux dire, la crise là, est énorme du côté de Montpellier, elle est interne. Elle est aussi au niveau des résultats, parce qu'on sait que dans le vestiaire, Gérard et les joueurs, il semble y avoir une déchirure incroyable. Enfin, bon petit français. Bah, c'est très bien résumé. C'est exactement ça ce qui se passe en ce moment à Montpellier. Le club en interne a complètement explosé. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes entre les joueurs, et ça suit plus. Au niveau des dirigeants, Gérard, je sais pas s'il finira la saison. Parce qu'il semble quand même y avoir un discours assez ferme et assez dur envers ses joueurs. Puis Gérard, c'est le genre de mec, c'est pas le genre de mec à prendre la critique, tu vois. Si, je pense qu'il peut se retourner vers son président, etc. sans problème. C'est un mec sanguin qui peut sortir une ânerie. Non mais tu vois, ce que j'entendais aussi la dernière fois, c'est Walid qui me disait ça. C'est aussi très intelligemment d'ailleurs, c'est que la technique utilisée par Gérard, c'est-à-dire toujours la démagogie, la pression, condamner les erreurs d'arbitrage et tout ça, et ben ce système-là finalement ça a ses limites. Ouais. Tu vois, ça a ses limites. Les joueurs, il y a un moment où ce système ne marche plus pour se motiver. Le discours ne passe plus, n'est plus compris. Voilà ça, le truc des complots qu'on vivait l'année dernière. Il y a un moment où ça passe plus et que ça marche plus. Et j'ai l'impression qu'on a atteint ce stade-là, et que ça devient très très compliqué pour motiver toutes les troupes du côté de Montpellier. Le truc c'est que quand ça marche, l'année dernière tout le monde s'est tué, et à la limite tu vois, Gérard c'était le mec génial, etc. Alors que moi j'ai toujours dénoncé ce mec comme étant imbuvable. Personne n'a dit qu'il était vraiment génial. Hein. Bah non, pas génial, d'accord, mais finalement personne ne s'est tué sur les dérives. Non, on a peut-être beaucoup minimisé ces dérives dans les médias. Quand ils ont été énormément minimisés, et quand il a été quand même sélectionneur en équipe de jeunes en France, il y avait aussi d'énormes problèmes, et tout ça s'est passé comme une lettre à la poste. Non mais après, j'ai l'impression qu'on s'éparpille un peu là. On commence à parler d'éthique, mais à Montpellier, il y a aussi un problème footballistique. Ouais. Ce que je tiendrais à signaler, parce que Gérard a une responsabilité. C'est pour ça qu'on oui, bien sûr. Mais ce que je voudrais pointer du doigt, moi, c'est la domination de Montpellier dans les 70 premières minutes, parce que là, j'ai l'impression qu'on résume le match et qu'on a l'impression que le Montpellier s'est fait dominer comme le Bayern. C'est pas le cas. Ils ont eu 70 premières, très bonnes minutes, mais le problème devant, c'est qu'il y a un véritable problème technique, et là, on en revient un petit peu à une même problématique que Lille. C'est-à-dire que Olivier Giroud est parti, c'est Gaëtan Charbonnier qui vient d'Angers en Ligue 2. C'était Herrera normalement celui qui devait remplacer. C'était Herrera, mais tu vois, pour hier. Pour hier, je parle du mental. Oui, mais voilà, Charbonnier qui arrive, et clairement, je crois qu'il a fait 3 tirs, j'en suis certain. Qu'il a cadré. Oui, mais c'est un peu improbable que c'est pas lui de porter l'équipe. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, quand tu mets un mec qui vient de Ligue 2 en numéro 9, après c'est une question de signification aussi, mais il a le numéro 9, tu vois, c'est censé être le bon attaquant, etc. Il a pas le... en plus, il est pas soutenu par un Cabella qui en fait toujours trop, je trouve. Après, par un Belhanda qui n'est plus. Non, Belhanda, franchement, là pour le coup, il a fait quand même un bon match. Ouais, j'allais y venir, tu vois. Il a été on l'a vu beaucoup plus mauvais depuis le début de la saison. Là pour le coup, Belhanda a été plutôt bon, plutôt entreprenant. Mais c'est logique quand tu fais une saison à fond, et puis t'as un feu follet, et puis
Tu vois, à un moment donné, il y a le contre-coup, ça c'est pas très grave. Le truc, c'est qu'il faut qu'il se ressaisisse rapidement, Belhanda, parce que sinon, son équipe va être le leader technique de l'équipe. Ouais. Sinon, ça va être englué. Tout pour lui-même. D'ailleurs, messieurs, j'ai un auditeur, Victor, qui nous demande est-ce que finalement, c'est pas un manque d'expérience qui se ferait ressentir du côté de Montpellier? Il y a de ça, il y a de ça, c'est clair et net. Il y a de ça, mais après, si tu regardes Belhanda, Capella, Stambouli, Yonga Mbiwa, Hilton, Bedimo, comme on l'a dit, Utaka, c'est des joueurs qui étaient là la saison dernière. L'expérience du haut niveau, tu vois, la Ligue des Champions, c'est ça bien entendu, mais ça on l'avait annoncé. Je pense que il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être vraiment clairvoyant pour voir que cette équipe-là, mais en plus leur début de saison les plombe un peu, les attitudes de Gérard les plombent. Donc c'est tout une entité, tu vois, c'est global le problème. Le problème est beaucoup plus large. Mais oui, voilà, c'est un problème global, c'est-à-dire que tout part à la dérive. Les mauvais résultats créent des problèmes internes, ça accentue davantage les mauvais résultats justement parce qu'il y a mauvaise ambiance et que c'est complètement plus vivable au sein du club. Ouais. Et c'est pour ça que moi je suis quand même assez inquiet pour eux pour la suite. Il y a un manque de profondeur de banc. Je veux dire, quand t'as Jeune-Champ, Congré, Camara, Herrera, tu vois, c'est des joueurs certes qui étaient là, mais c'est des joueurs de seconde qui n'apportent rien. Ils ont Camara si. Oui, mais c'est peut-être l'un des seuls Camara qui peut apporter le danger. Par rapport à Charbonnier, tu vois ce que je veux dire? Et les autres, c'est quoi? C'est des copies conformes du 11 titulaire. Donc qu'est-ce que tu veux faire à partir de ça? Pas ma reproche, parce que ça peut pas être un reproche, mais ce que je constate à propos de Montpellier, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur de banc, qu'ils essayent mine de rien de jouer. Et je pense que on voit pas mal de joueurs qui font partie du 11 type de Ligue 1, en tout cas qui jouent régulièrement en Ligue 1, et ça s'est senti puisque Montpellier a abandonné le match, pas mentalement mais physiquement. Dans la dernière minute, ça bougeait plus, le milieu était complètement statique. On a vu des erreurs défensives pas possibles. Le but de Mitroglou à la 90e, s'il y a une erreur de placement, il y a une erreur de volonté de la défense. C'est là aussi le problème d'expérience, c'est un problème tactique, tu vois. Montpellier croit tenir ce résultat jusqu'à la fin du match, ils se font revenir. Et là, tu sens qu'il y a un regain. Ils essaient de donner corps et âme pour aller chercher cette victoire qui semblait méritée. Tu vois, ils avaient l'impression d'être volés. Et là, en voulant trop aller de l'avant, et c'est l'erreur typique justement de ces joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions. À trop vouloir aller de l'avant, ils se font prendre bêtement en contre. Et puis, c'est l'épée de Damoclès qui leur tombe dessus. Je pense pour le coup qu'ils ont été victimes d'un état d'esprit qui n'était pas forcément condamnable au départ, mais face à une défaite à Arsenal dont ils avaient cru voir peut-être une victoire, le nul contre Schalke qui sonnait peut-être comme qui sonnait comme une défaite, mais qui était frustrant pour eux, qui était frustrant parce qu'ils pouvaient la tenir, je pense. Je pense que du côté de Schalke, les sentiments sont vraiment mitigés parce que d'un côté Montpellier ouvre le score et se fait complètement retourner par la suite des événements, et en même temps ils égalisent à la dernière minute du match, tu vois, donc je pense pas vraiment que dans le vestiaire après ce soit synonyme de défaite. Non, mais tu vois je pense qu'ils voulaient véritablement. Il y a beaucoup de frustration. Ils n'avaient pas cherché les 3 points et ils voulaient prouver tu vois, je pense pas que gagner 1-0 ça aurait été suffisant pour eux. Je pense qu'ils voulaient chercher ce 2-0 et qu'ils ont oublié que c'était pas Nancy en face, qu'il pouvait y avoir une réaction de cette Olympiakos. Mais finalement, voilà, ils perdent bêtement cette rencontre et ils se retrouvent, je crois, avec un point en 3 matchs, ce qui est insuffisant. D'une manière générale, peut-être on fera un petit bilan si vous voulez de la rencontre des clubs français sur cette Ligue des Champions après 3 journées. On le fait à la fin de Paris. Voilà, on le fait à la fin de Paris, mais on verra que c'est quand même lamentable et on peut le dire. Et franchement, c'est de pire en pire. Tu vois, on creuse, on a l'impression que on est arrivé en bas et puis on continue à creuser. On se dit mais mince alors. Qu'est-ce qui va arriver pour qu'il y ait au moins quelque chose qui se relève? Ouais, mais c'est ça. De toute façon, les clubs français, c'est ça. T'as un instant T, une année, t'as un micro-exploit qui se crée comme Marseille l'année dernière en quart de finale, et il n'y a aucune continuité. Derrière, l'année d'après, Marseille n'est pas en Ligue des Champions. Mais c'est pas un exploit, arriver au quart, c'est le minimum qu'on doit demander. Il doit y avoir au moins 2 clubs en 8e, un club en quart, voire un club en demi, une fois de temps en temps. Attends, voir un club en quart, t'as 5e ou 6e. T'as 2 grosses écuries en Espagne, voire une 3e comme Valence, comme peut-être Malaga. Cette saison, il y en a 4 en Angleterre. Il y en a 4 ou 3, plus maintenant 3, voire 2 en Angleterre. T'as toujours t'as la Juventus qui revient. Alors, on en reparlera de la Juventus. Mais t'as des équipes italiennes, t'as des équipes allemandes qui sont là.
au bout d'un moment, t'en as plus de la place. Bah oui, c'est ça. C'est plus l'équipe roumaine qui vient te taper ton club français. Alors que tu disais que c'était un match facile. Il te reste quoi derrière? Bah, écoute, l'écart c'est pas envisageable. Pour moi un club français est destiné à même Paris à l'heure actuelle n'a pas sa place en quart de finale d'une Ligue des Champions. Tu vois, au niveau du groupe, du collectif, de tout ça, il y a aucun club français à l'heure actuelle qui a sa place en Ligue des Champions. Et moi je pense que justement c'est une situation globale et qui ne va pas en s'améliorant au fil des années. Voilà. Messieurs, je vous propose une petite pause avec Hold It Down de Submerse. Au programme, on revient juste après cette petite pause, voir ce qu'a fait le PSG bien en détail, on va dire. Les gros délais de la Ligue des Champions, ce qui s'est passé un peu dans tous ces matchs, et un tour des résultats de Ligue Europa juste après ça. À tout de suite.
Et c'est reparti, messieurs. Un petit peu, voilà, on finit tranquillou la musique. C'est parti. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Sympa, hein. Allez, on enchaîne un petit peu sur la performance du PSG ce soir. Donc le PSG qui a gagné 2-0, ma foi, face à un adversaire modeste, on l'a dit, qui est, messieurs, ensemble, en cœur, le Dynamo Zagreb. En cœur, Walid. Le Dynamo Zagreb, mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de, tu vois, c'est pas une équipe qui m'a mis et si, ça donne envie, c'est de la Ligue des Champions, le PSG contre le Dynamo Zagreb dans une ambiance de feu. Voilà. Ouais, bah oui. Et il y avait, c'était assez. Moi, ça m'a fait flipper. La première image que j'ai eue du stade sur la nouvelle chaîne de sport, là, on s'est cru à Torcy. C'est lancé, ouais. Et encore, voilà, à Torcy, c'est un peu plus chaud. Surtout quand des petites, tu vois, des petits duels de ville, c'est un peu plus brûlant. Là, c'était vraiment, j'ai pas compris. Déjà, c'est quoi ce stade? Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi ce public? Non, mais déjà, il faut savoir que les ultras ne se déplacent pas en Ligue des Champions dans leur stade. C'est-à-dire que tous les ultras du club n'étaient pas dans le stade et en fait font ça pour une protestation qui est compliquée. Voilà, pour des problèmes internes. Mais en plus, c'est vrai que les ultras du Dynamo Zagreb, ils ont quand même une drôle de réputation. Assez violente. Il faut dire encore une fois qu'aussi que pour une énième fois les supporters parisiens étaient interdits de déplacement. Et ça, je trouve ça absolument. Surtout vu l'ambiance qu'on a vue là-bas, ils n'auraient pas risqué grand-chose. Non, mais je veux dire, c'est absolument. Et surtout, ça n'a pas marché puisque toujours sur cette chaîne-là, on a vu un supporter intervenir à la fin du match, interrompre un peu les programmes. Et qui a pris une belle bâche par Eric Dimeco d'ailleurs, qui a gardé ses réflexes de tacle à la gorge, très efficace. Mais en plus, moi j'aime bien ce commentateur Eric Dimeco. Bon, pour revenir un peu au match, ça c'était pour parler un peu du contexte. Voilà, une équipe aussi, c'était mon troisième point, une équipe vraiment faible. Je comprends pas comment elle a pu être championne et invaincue depuis, je crois, plus d'1 an dans son championnat. Bon, c'est un championnat aussi, il y a énormément de corruption, il faut le savoir. Je dis pas que cette équipe achète des matchs, encore une fois, on va pas m'accuser de... Tu vas avoir des problèmes. Voilà, hein, moi j'ai quand même une maison, j'ai pas envie de... Voilà. Mais en tout cas, c'est assez inexplicable. Ça remet en cause un peu, oui et non, tu sais, la réforme Platini qui était d'intégrer tous ces championnats un peu parallèles. Non, attends, pour moi, ça ne remet en rien en cause. Quand tu vois les résultats du Baté Borisov en Ligue des Champions, justement, voilà, c'est ça. Pour moi, ça légitime complètement. Ça légitime même les résultats des éques russes, ça fonctionne bien. Attention, il faut regarder les équipes françaises. C'est pas forcément plus glorieux. Voilà, l'Ukraine également, ça fonctionne pas mal avec de beaux le Shakhtar. Ce que fait le Shakhtar, c'est vraiment pas mal du tout. Non, mais je veux dire, au moins sur ces championnats-là où on sait que la corruption est une gangrène, où par exemple les paris sportifs sont bloqués, tu peux pas parier sur ces matchs-là parce que il y a je sais pas combien de bordel de matchs achetés et truqués. Ça pose des questions. Cette équipe était relativement faible, elle a eu 0 occasion du match. Quand je dis 0, c'est vraiment 0, à part des tirs lointains. C'est 3 tirs cadrés seulement, simplement. Oui, mais en plus c'est des tirs de loin, je veux dire, c'est pas des occasions. À la 94e. Voilà, fin de match. Tu vois, où le public un petit tu vois, d'habitude c'est et là c'était Non mais voilà, pour un peu des stats, si tu veux des stats. C'est un match d'entraînement. C'est 32% de possession de balles, à l'extérieur en plus pour Paris Saint-Germain, je veux dire, c'est pas énormément de fautes, donc ce qui implique ma foi pas vraiment une grande implication dans le match. Pour le coup, mais c'était pas plus mal finalement. 80% de passes réussies dans l'équipe, c'est pas énorme. Voilà, 80% dans. Pas en Ligue des Champions. C'est pas exceptionnel. Pas en Ligue des Champions. D'ailleurs, il y a une excellente statistique. Je crois que Paris est 2e en termes de nombre de passes et 3e en termes de passes réussites, avec United qui est 2e et évidemment le Barça qui est seul devant. C'est intéressant à savoir pour parler un peu et analyser la rencontre sur le jeu du Paris Saint-Germain, qui est différent, quand même très différent, je trouve, du jeu d'Antoine Camboiré, qui est fait de passes multiples, de phases d'accélération, de passage de ligne. Il y a eu une demi-heure un peu compliquée, et à partir du moment où il y a eu, tu vois, un peu de pression, un peu de piment, cette équipe s'est trouvée, portée par un excellent Jérémy Ménez, qui décidément n'est pas le même que celui qu'on a en équipe de France. Après sa très bonne mi-temps contre Reims, il a fait un très très bon match, crédité d'une très belle passe et d'un beau but. Voilà, donc c'est vraiment un match d'entraînement pour Paris Saint-Germain. Messieurs, j'ai l'impression que vous semblez surpris par la prestation du Dynamo Zagreb.
Mais Zagreb, c'est quand même l'équipe l'année dernière qui a pris 7-1 et 6-2 par Lyon et le Real Madrid. On n'apprend rien en voyant les prestations médiocres de Zagreb. Je veux dire, Zagreb, c'est la pire équipe de ce groupe, qui est déjà pas folichon. Peut-être la pire équipe de la Ligue des Champions, c'est possible aussi. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai vu dans le groupe du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est de loin la pire équipe des 4. Et tu dis que c'est quand même le champion de Croatie, quoi. Se dire la qualité de son championnat là, c'était pour ça que je disais la réforme Platini, il y a du bon et il n'y a pas forcément. Donc après, du bon. On l'a dit, c'était médiocre. Je pense que le plus intéressant, c'est de se centrer sur le Paris Saint-Germain. Au niveau du Paris Saint-Germain, on a vu un Zlatan Ibrahimovic, pas mitigé, mais tu vois que il se procure des occasions exceptionnelles. Tu vois qu'il a une justesse technique qui est incroyable. Il est au-dessus de la moyenne clairement. Mais là, hier, dans le dernier geste, bizarrement, il n'avait pas la réussite habituelle. Peut-être un manque d'implication. Disons que pour moi, c'est le phénomène de surbrillance un petit peu qui est à double tranchant. À partir du moment où tu cherches tout le temps Ibrahimovic, parce que c'est clairement le cas, j'invente rien, mais à partir du moment où tu cherches, en tout cas, dans près des 2/3 des cas, Ibrahimovic devant, quand il va te mettre 3 buts, tu vas dire putain, il est génial ce joueur. Quand il va vendanger un petit peu comme il a fait des occasions, tu te dis. Ouais, mais il y a un truc qui lui manque. Mais mais il a tellement pesé sur la défense adverse, il apporte tellement au jeu du Paris Saint-Germain que c'est compliqué, franchement, de remettre en question sa prestation. Puis sa science du placement, des appels, et puis sa prestance physique couplée à la vitesse de Menez et sa capacité à traverser les lignes, etc. Quand il le fait bien avec le PSG. C'est dévastateur. Après, que le Dynamo Zagreb n'ait pas su réagir, de toute façon, ils n'ont pas marqué un seul but dans cette phase de poule. Donc, ils ont perdu leurs 3 matchs. Ils sont pris 6 buts. Donc, ils sont quasiment condamnés, quoi. Ils sont condamnés, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, quelque part, ça fait de la chair à canon pour le PSG. Et ma foi, ça fait des points. Mais c'est vrai que. Puis, un match qui est géré tranquement. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas blessé. Moi, j'avais peur. J'y croyais pas, si tu veux. Mais j'avais peur de voir le PSG faire un 0-0 ou tu sais, ce genre ou un partout, ce genre de résultat. Là, ils ont prouvé que bon, c'était fini, c'était pas un club français comme les autres, à savoir c'est bon, ils savent faire la différence quand il faut le faire. Il y a une gestion un peu comme avec le Bayern, c'est-à-dire en gros, tu prends les 3 points en Ligue des Champions, pourquoi tu vas te fatiguer dans le cadre d'un championnat plus coupe, plus deuxième coupe, plus Ligue des Champions où tu as disputé 60-70 matchs, on sent que même dans l'équipe qui est alignée, on est déjà en phase à Paris Saint-Germain, tu vois, et ça c'est quand même unique en France dans la gestion, tu vois, en mode on va se protéger contre les blessures, on va essayer de les prévenir, on fait tourner l'effectif et voilà. Et ce phénomène-là aussi explique aussi que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément un jeu qui est parfaitement huilé, tu vois, c'est pas forcément fluide. J'avais la stat tout à l'heure, quelqu'un me l'a rappelé et ça m'était un peu sorti de l'esprit, que le Paris Saint-Germain, par exemple, depuis le début de la saison, n'a pas pu mettre en place une seule fois son équipe type, quoi, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il y a toujours eu au minimum 2-3 blessés ou des mecs indisponibles ou des suspendus. Donc à un moment donné... Après, le truc, c'est que je pense que cette stat a pris en compte l'absence de Lavezzi. Reste quand même à savoir et à déterminer s'il avait dit à sa place dans une équipe type. Mais par exemple Mota, qui est un joueur très important pour le Paris Saint-Germain, n'a pas été disponible. Et ça, c'est la notion d'équipe type, c'est quand même quelque chose d'assez flou parce que dans une saison, tu as besoin toujours de plusieurs mecs. Je veux dire, d'accord, Mota sera peut-être plus utilisé en Ligue des Champions, mais qui te dit qu'en championnat, ce sera pas favorisé Sissoko ou un mec de ce style-là. Tu vois, il y a forcément une complémentarité parmi les joueurs. Le problème, en fait, c'est qu'il est difficile finalement d'installer une équipe type à cette équipe du PSG. Pourquoi ? Parce que elle en a pas. Elle est polyvalente. C'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à plusieurs schémas tactiques. Et ça, c'est intéressant en Ligue des Champions. Mais c'est ce qu'il faut. De toute façon, difficile de dire normalement dans les grands clubs qui est vraiment l'équipe type. On voit qu'il y a des gestions. Dans les clubs anglais, généralement, l'équipe type est formée. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une excellente remarque. Mais par exemple, au Real, je vois pas. Il n'y a pas d'équipe type qui se tire vraiment. Il y a des joueurs indispensables, mais il n'y a pas vraiment d'équipe type. Il y a une base de 6-7 joueurs essentiels. Et après, tu as plusieurs formules possibles suivant ta forme, suivant les blessés, suivant l'adversaire. De toute façon, c'est plus dur d'avoir une équipe type quand tu as Özil, Modric, Benzema, Higuain dans le groupe c'est ça, c'est une question que quand tu es à l'Olympique de Marseille. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche, mais
c'est un problème qui quand même qui existe et là effectivement c'est plus c'est subi aussi parce qu'il y a des blessures. Oui. Mais ça n'empêche pas le Paris Saint-Germain de l'emporter. D'ailleurs, tu parles de blessures. Bodmer a été décevant. Oui. Mais il a été très mauvais. Bodmer, tiens, je pense que tu as regardé un petit peu Bodmer avec attention, Walid, parce que non, mais c'est un joueur que tu apprécies relativement. Que j'ai apprécié, mais que je ne suis pas. Non, attendez. J'entends Walid qui commence à s'indigner. Bodmer, faut savoir qu'il revient d'un mois de blessure. C'était son premier match depuis je ne sais combien de temps. Faut lui laisser le temps de se remettre aussi, Mathieu Bodmer. Excusez-moi, à un moment donné, le mec, c'est vrai qu'on connaît ses capacités, mais il est bon, il est bon quand il est à fond physiquement. La question de savoir est quand est-ce qu'il est bon physiquement. Il est bon 5% du temps. Non mais d'accord, mais là tu peux pas l'incriminer pour ce match, tu vois, parce qu'il revient de blessure, que c'est compliqué. D'accord, on va attendre. Moi je l'ai trouvé, la forme dans laquelle il est revenu, j'ai trouvé que c'était premièrement un scandale pour un professionnel. Tu parles de cet été. Oui, cet été. Non, ça, on est d'accord. Là c'était scandaleux, c'est même pas digne de jouer au Paris Saint-Germain ou autre. Je dis pour un professionnel. Surtout qu'au PSG, ils avaient insisté. Ça peut expliquer certaines blessures aussi. Comme ça, il a pas le droit. Et le Paris Saint-Germain aurait dû envoyer un signal comme quoi, écoute mec, tu touches pas ton salaire, tu reviens pas. Il aurait dû partir à Merano et il aurait dû partir. Il aurait dû être vendu à un moment donné. Il faut renvoyer un signe et savoir sévir à un moment pour dire au mec, soyez professionnel. Vous avez des salaires qui sont conséquents, restez professionnel. Là, il a posé qu'en fait les seules actions, on peut pas appeler ça des actions, mais les seules contre-attaques du Dynamo Zagreb et venait de son côté et il a posé quand même de gros problèmes de son côté parce qu'il apportait pas le soutien nécessaire. À côté tu avais Verratti et Matuidi, à contrario. Verratti était bon. Verratti était très bon. Verratti était excellent comme depuis le début. Matuidi il est vraiment dans une progression constante. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit qu'il prend une ampleur. Moi il m'étonne, j'avoue que j'aurais jamais parié sur ce type là parce qu'on se dit bon, il y a d'autres noms renflants, il venait de l'AS Saint-Etienne. C'était un recrutement Antoine Comboiré, il faut le souligner quand même. Et voilà, force est de constater qu'il a pris une dimension avec Ancelotti qui est impressionnante. Et on se disait, bon, ça peut faire un bon sub, mais là, il gagne sa place de titulaire, quoi. Tout simplement. Ouais. Au point même de disputer, tu vois, Sissoko, que moi j'aime beaucoup d'ordinaire. Et c'est vrai qu'il n'est pas aussi constant que Matuidi. Matuidi, c'est la constance sur une rencontre dans un premier temps. Et sur une saison, on l'a vu l'année dernière, en général, c'est un élément important. C'est un élément important, mais c'est exacerbé depuis ces dernières semaines. Comme tu le dis, moi aussi, je m'attendais peut-être pas à ce que Matuidi prenne une importance aussi grande dans le groupe parisien. Il a progressé, hein. il a progressé, même si... il est moins brouillon, j'ai l'impression. Techniquement, disons que ça reste toujours le mec... il faut le dire, assez limité, mais je trouve que dans le placement, il a progressé. Simplifie son jeu. C'est pas un Verratti, c'est-à-dire c'est pas le mec qui va être capable de te faire des transversales de 40 mètres, d'aller de l'autre côté, de renverser le jeu. Il récupère le ballon et le ballon, il le récupère très bien parce qu'il sait se placer, il sait mettre son corps en opposition, ça il sait le faire. Il se bat et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est il est très joueur, c'est un joueur plaisant dans le sens où il est très joueur, peut-être un peu trop, il n'a pas le vice nécessaire que le vice d'un Verratti par exemple qui est bien moins âgé, du style par exemple il va se faire bousculer, un joueur plus expérimenté va chercher la faute pour refaire remonter le bloc, lui il va aller arracher le ballon quitte à se découper. C'est plaisant un joueur, tu vois, c'est une sorte un peu de... Moi il me fait penser un peu au Gattuso du Grand Milan, c'est arracher le bilan et ne rien lâcher pour récupérer le ballon, faire sa petite passe de 5 mètres, encore une fois, il va pas, c'est pas le genre à faire à lancer en profondeur, mais il fait un travail qui est nécessaire dans une équipe, qui est un travail un peu de chien enragé, et on a besoin d'un profil comme ça. Voilà. Mais de toute façon, dans cette poule, on se dirige tout droit vers une finale PSG Porto au Parc des Princes début décembre. Moi, je vois ça comme ça. Un petit point classement juste, FC Porto 9 points, PSG 6, Dynamo Kiev 3, Dynamo Zagreb 0, je pense que c'est le classement final. C'est l'ordre final. Je le vois aussi un peu comme ça, même si j'ai quand même beaucoup envie de voir la finale entre Porto. Un match entre Paris et Porto au Parc des Princes. Sans nul doute, il y aura énormément de Portugais au Parc des Princes. Ouais. Mais moi, je me posais la question, en cas de victoire de 1-0 au Paris Saint-Germain, le but qui n'a pas été accordé
à Guillaume Moirot qui aurait dû être accordé. Moi, ça m'a donné. Qui aurait dû, c'est très subjectif. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il y a un joueur qui ne veut pas jouer le ballon et il y en a un qui joue le ballon. Je veux dire, il n'y a pas faute, mais si tu te mets à contester toutes les décisions arbitrales qui ont eu lieu pendant les 6 matchs, on s'en sort plus. Moi, j'ai une crainte, on s'en fout finalement. Il y a victoire. C'est vrai que c'est très cruel de refuser un but à Guillaume. Si à la fin, il y a Paris gagne face au FC Porto 1-0 et que ça joue sur la différence générale. Oui, bah non, si Paris gagne 1-0 contre Porto, et bah fallait faire match nul à Porto et pas perdre 1-0 comme ils l'ont fait. Et puis ils étaient pas très loin de faire un match nul à quelques minutes, mais c'est vrai que ça sera un match intéressant. Moi, j'ai beaucoup envie de voir ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto. Ouais. Messieurs, je vous propose de passer un petit peu au groupe de la mort. Et donc, groupe de la mort, il y a toujours l'Ajax, mais on en parlera juste après. Je propose qu'on commence avec cet étonnant Bayern Dortmund-Real Madrid qui marque l'avènement d'une nouvelle ère. Et oui, messieurs, Cristiano Ronaldo a marqué dans un match de Ligue des Champions et le Real n'a pas gagné à la fin. C'est quelque chose de nouveau, ouais. Comme tu dis. C'est une des décisions assez surprenantes, enfin une des décisions plutôt, un des événements assez surprenants de cette journée de Ligue des Champions, dans le sens où beaucoup voyaient quand même le Real aller chercher une victoire du côté de Dortmund, une équipe de Dortmund qui n'est vraisemblablement plus celle qu'on voyait ces dernières années en championnat du moins, sauf que il s'avère que Dortmund depuis le début de la saison arrive à se sublimer dans cette Ligue des Champions. On l'a vu avec Manchester City, Dortmund avait complètement bouffé Manchester City à l'Etihad Stadium, et là une nouvelle fois on a vu une équipe des jaunes au Westfalenstadion qui posait beaucoup de problèmes au Real Madrid. Et portée, moi j'ai envie de le dire encore une fois, par une ambiance énorme. Donc nous avons un auditeur qui nous a appelé, qui nous a joint via Raphaël. Victor, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Salut, donc présente-toi un petit peu. Visiblement, tu es un fan un peu de la Bundesliga. Tu rates pas de match. Les championnats allemands, tu kiffes ça. Ah ouais, je regarde les multiplex le week-end. Je suis supporter du Bayern Munich. Voilà. D'accord. Et puis bon, je regarde, j'évite de rater les matchs de Dortmund, de Schalke. Et puis je rate très peu de matchs de Bundesliga. Donc un addict de la kartoffel. Voilà. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, en tant que supporter de Bayern, t'as pas dû être tellement emballé. Enfin, même, t'as pas dû avoir très peur contre Lille. Mais là, on va te proposer un petit peu de parler du Borussia. Donc, on sait que le Borussia s'est fait battre par un Schalke qui était bien avenant, 2-1. J'ai vu le match pour le coup. Je pense que Schalke méritait clairement sa victoire. Est-ce que le Borussia Dortmund, a mérité clairement sa victoire contre le Real? Écoutez, c'est compliqué. Dortmund cette année c'est un peu irrégulier. Ouais. C'est un début de saison. Je pense que c'est le match du Trophée des Champions là face au Bayern qu'ils ont perdu 2-1. Ouais. Ça a été un peu le début de leur saison. C'est pourquoi aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle le Bayern ensuite a enchaîné par beaucoup de victoires. Ouais. Et par laquelle Dortmund, c'est vraiment un début de saison irrégulier. Là, ils sortaient d'un match nul, je crois, à Hanovre. Donc ils perdent contre Schalke. Ils avaient gagné 5-0 contre Gladbach avant. C'est très très irrégulier. Là à Schalke, c'est vrai, il y avait c'était à domicile contre Schalke. C'était une victoire méritée de Schalke. Dortmund a réagi mais trop tard, encore une fois. Ouais. Et contre Madrid, c'était un match équilibré, j'ai trouvé. J'ai trouvé deux équipes qui jouaient les unes après l'autre un peu, c'est-à-dire 10 minutes Dortmund, 10 minutes le Real. J'ai trouvé un peu cette physionomie-là pour le match. Ouais. Et au final, victoire, elle me semble logique. Maintenant, je voudrais pas me montrer trop chauvin ou quoi. Elle me semble logique parce que Lewandowski ouvre le score, Ronaldo égalise rapidement. C'est peut-être encore un signe du manque d'expérience de Dortmund. Et malgré tout, ils reviennent avec cette frappe de Schmelzer là, donc qui leur donne la victoire. Moi, j'aimerais mettre le doigt, Victor, sur un autre point du match. J'ai trouvé Mario Götze excellent contre le Real Madrid, mais à contrario, on a vu un Marco Reus un peu plus en retrait, en difficulté. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison et est-ce que tu penses qu'il s'est bien adapté au Borussia Dortmund? Alors Marco Reus, pour moi Marco Reus s'est bien adapté. Maintenant la question c'est savoir quand Mario Götze et Marco Reus jouent ensemble justement. Ouais. Parce que y a ce souci-là qu'ils aiment prendre le jeu à leur compte un peu tous les deux. Ouais. Et donc Mario Götze c'est vrai était étincelant, on peut pratiquement le dire, contre le Real. Et Marco Reus plus en retrait. On l'a moins vu. Bon, maintenant, il n'a pas été catastrophique. Non, loin de là. Mais c'est vrai que par rapport à Götze, en comparaison avec Götze, on l'a vu beaucoup moins finalement. C'est vrai qu'ils ont du mal à s'illustrer encore tous les deux. Mais c'est peut-être aussi justement histoire. Enfin, on peut peut-être justement se dire,
s'ils ont un Götze en forme et un Reus en forme, ils peuvent vraiment faire très très mal, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est encore Reus, enfin c'est quand même Reus, je crois, qui met le ballon sur la tête de Lewandowski sur le coup franc. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, on l'a moins vu. Ouais. On l'a moins vu. Maintenant, bon, il joue de son côté. C'est pas mal passé côté gauche avec Grosskreutz, qui a été pour une fois, parce que bon, moi je le trouve personnellement pas. Enfin, je le trouve un peu en dessous. Ouais. Grosskreutz, ça n'a pas été mauvais. Donc non, c'est vrai que ce match-là, oui. Maintenant, pour le début de saison, il n'a pas fait un début de saison catastrophique. Non, bien sûr. Moi, c'était une petite question. On a vu un Varane qui était relativement à son aise, et moi, je pense véritablement que la clé du succès de Dortmund, ça a été la méforme totale de Pepe. C'est-à-dire que le premier but est pour lui. Il a eu des cartons jaunes, tu sais, qui rappellent le mauvais Pepe. Sur un corner de la fin de match, il rate complètement sa relance. Est-ce que justement le Borussia n'a pas été étonné déjà et a profité de cette erreur, enfin ces erreurs de Pepe qui étaient, enfin moi il m'a surpris. Ouais, surpris. C'était un joueur qui était vraiment régulier là. Excellent. Et là, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Oui, mais sûrement, c'est vrai. C'est vrai que, comme vous l'avez souligné, Varane a fait un très bon match. Ouais, et paradoxalement, Pepe à côté a été catastrophique. Mais c'est justement, je sais pas, sûrement, après, même s'il ne faut pas enlever le mérite à Dortmund, il y a sûrement aussi, les erreurs de Pepe, ils sont pour quelque chose, c'est sûr. Oui. Parce qu'un Real à 100% de ses moyens, ils battent il peut pas battre, Mais maintenant, comment dire, Pepe, il a raté son match. Il a fait son match, mais Dortmund a su profiter des erreurs. Et ce qu'il faut dire, c'est peut-être ça, c'est que l'année dernière, par exemple, on se souvient de l'épopée européenne de Dortmund l'année dernière qui a été difficile, des deux défaites contre Marseille notamment. Ouais. Ils auraient peut-être pas profité de ce type d'erreur, de ce type de problème que peut rencontrer l'équipe adverse. Là, ils ont su en profiter et ils ont su conserver le score aussi, ce qui est un peu rare pour notamment sans vouloir généraliser, les clubs allemands ont un peu de mal à conserver le score en Ligue des Champions. Outre le Bayern Munich qu'on met un peu à part, mais c'est vrai que c'est peut-être ils avaient le manque d'expérience qui faisait qu'ils avaient du mal à conserver un score, à profiter des erreurs, tout ça. Cette année, c'est mieux, j'ai l'impression. Mais justement, est-ce que tu penses que cet apport d'expérience au sein du groupe va leur profiter? Quel avenir vois-tu pour les clubs allemands en Ligue des Champions, toi, cette saison? Alors, c'est difficile. Comme je vous dis, toujours, ils ont toujours été. Structurellement, je sais pas. Je sais en tout cas que depuis un moment, c'est vraiment irrégulier, quoi. Mais Dortmund qui cherchait le match référence en début de saison. Bon, ils avaient eu la victoire 5-0 contre Gladbach, mais si vous laissez du championnat, c'est pas tout à fait pareil. Contre un Gladbach qui était en plus un peu à la rue. Il y a cette victoire 2-1 contre le Real. Je pense que à domicile, surtout, qui plus est à domicile, ça peut vraiment leur servir de match référence. Maintenant, il va falloir aller chercher un résultat à Madrid, ça va être très difficile. Je pense que Schalke est en meilleure posture en fait, puisqu'ils sont allés gagner à Arsenal donc 2-0 et qu'ils les reçoivent au match retour. Donc ils reçoivent Arsenal, je ne sais pas s'ils se déplacent 2 fois, mais en tout cas je sais qu'ils reçoivent Arsenal. Donc c'est plus pratique, étant donné aussi qu'ils ont l'Olympiakos et Montpellier dans leur poule. Je veux dire, c'est pas la poule de Dortmund avec City et l'Ajax, qui risque d'être quand même plus difficile, plus corsé. Ouais. Je pense que Schalke a plus de chances de se qualifier. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas de ton intervention et puis tu nous fais signe, tu es le bienvenu dès qu'on parle de Bundesliga, on pensera à toi. Merci Victor. Très bien, je vous suis, merci à vous. Salut Victor. Ciao. C'était très intéressant ma foi et on va passer à l'autre match de ce... L'autre grande surprise. L'autre grande surprise, peut-être pas. Ah si. Peut-être pas. Bah si, parce que finalement, je vais te dire un truc tout bête, mais si tu fais un côté match avant la rencontre, moi, il n'y a aucune chance que je coche l'Ajax Amsterdam. Parce que je sais que c'est de ça dont tu vas parler. Oui, c'est ça dont je vais parler. La victoire étonnante et la presque disqualification de Manchester City. Donc la victoire 3-1 de l'Ajax face à Manchester City. Et j'ai trouvé un Manchester City véritablement coupé en deux et surtout qui a fait des très grosses erreurs défensives. Mais si tu veux, moi c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Je comprends pas. Il y a certains choix de Mancini que je ne comprends pas. Il s'est dit, il a eu une interview, excuse-moi de te couper, mais il a dit clairement qu'il s'était trompé. Ouais, j'ai entendu justement, il a fait son mea culpa, il a dit tactiquement j'ai fait une erreur. Mais à quoi bon en Ligue des Champions? Peut-être il a peut-être sous-estimé cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Ouais. Je me demande s'il a pas pris ce match de haut en se disant que l'Ajax finalement, ça fait 2 ans qu'ils prennent leur tarif contre le Real Madrid et toutes les grandes écuries d'Europe. Ouais. Finalement, on devrait s'imposer sans trop de problèmes. Et il s'est rendu compte que Eriksen, c'est pas forcément une quiche et que cette équipe de l'Ajax, elle a quand même certaines garanties. Ouais. Tu vois que il aligne Nasri qui est clairement pas un titulaire indiscutable du côté de City. Il a mis un but quand même. Ouais, oui, d'accord, mais ça prouve pas non plus. Je veux dire, voilà, c'est un but. Il était servi sur plateau, ça va quoi. Voilà, c'est ça. Véritablement... Ce que je veux dire, c'est qu'il a
pas du tout aligné l'équipe type. Quand tu sais que dans ton groupe, tu as des mecs comme Tevez, Agüero, Silva. Je comprends pas qu'en Ligue des Champions, on puisse se passer de certains de ces mecs-là. Bah, c'est surtout aussi que je pense que les joueurs de Manchester City se sont vus trop beaux. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert le score. Et donc par l'intermédiaire de Nasri sur un service de Gareth Barry qui a fait tout le travail. Nasri, il avait juste à mettre à l'intérieur du pied, ça avait pas de. Après il est beau. Il est beau si tu veux, mais après il est payé pour ça quelque part. Donc bon, s'il commence à rater toutes ses frappes, bon, et la frappe est belle. Mais après j'ai trouvé vraiment les joueurs de Manchester City mais suffisants, et à commencer par Clichy et les Scott. Je veux dire le premier but de Young, il est pour eux clairement, et même celui à la 55e de Moisander, je suis désolé, c'est une frappe qui est détournée, etc. Mais je trouve ça véritablement mais terrible. C'était une passivité, il les prenait de haut, et j'ai l'impression que City pour le coup a manqué de cette solidité et de cette rigueur défensive qui a fait leur force toute la saison dernière. Et est-ce qu'ils ont, je vais te poser la question, est-ce qu'ils ont véritablement appris de cet échec de l'année dernière? Quel échec? Bah en Ligue des Champions, l'échec de cette élimination, elle est arrivée un peu comme un coup de massue, même si c'était la première saison où ils revenaient. Finalement, mais tu vois, beaucoup attendaient de ces mecs-là. Ouais. Et là, cette saison, t'as l'impression que c'est bis repetita. Tu vois, City à l'heure actuelle, ils sont derniers de leur poule avec 1 point. Devant, t'as une solide équipe du Real Madrid avec 6 points, et t'as l'Ajax avec 7 points. Ouais. Je vois pas comment à l'heure actuelle Manchester City ne s'en sortira pas. Je vois pas comment City peut se sortir de ce bourbier. Non. Après tout reste à jouer, il reste 3 matchs. Il faudrait vraiment que City enchaîne les bons résultats et 3 victoires. Voilà, et profite des contre-performances de leurs homologues. Mais à l'heure actuelle, City n'est vraiment pas dans une bonne posture. Ouais. Et ça va coûter cher, je pense, à Mancini, puisque bon, l'objectif aussi de City, un peu à l'image du Paris Saint-Germain, c'est évidemment un objectif national, mais par la force des choses, évidemment, un objectif européen. Et quand tu te fais sortir 2 années de suite au niveau au stade des poules en Ligue des Champions, bah, ça fait désordre. Ça va faire désordre. Et je ne serais pas surpris de voir Mancini remercier assez rapidement. S'il n'y a pas de résultat en Ligue des Champions, ça peut être un motif de licenciement. Bah, je trouverais ça assez sévère dans le sens où il a quand même été champion d'Angleterre avec Certes, City. Mais ça faisait un bout de temps que City n'avait pas été champion. Ce qui n'est pas... Ouais. Mais je pense qu'ils se sont vus trop haut. C'est-à-dire que il y a eu une certaine euphorie, et ça on peut pas leur en vouloir, ça faisait longtemps, etc. Mais je pense que l'euphorie a été mal tournée par les joueurs de Manchester City. Et là, j'incrimine les joueurs. Je pense qu'elle a été tournée dans une espèce de suffisance. Quand tu vois Nasri qui, immédiatement après être champion, va narguer ses anciens d'Arsenal. Ça c'est de bonne guerre. Ça, c'est non, c'est pas de bonne guerre. Non, justement. Tu dois être de bonne guerre si Nasri était resté en bon terme avec les dirigeants. Et avec tu te dois d'être plus classe que ça. Justement, tu dois pas avoir une attitude d'accord, mais il a été aussi vanné largement. Et puis bon, finalement, il est champion. Il a dit je vais être champion avant vous, j'ai gagné un titre avant vous. Mais ça, c'est un détail. Ça, on s'en moque. Pour appuyer la. J'ai l'impression que tous les joueurs d'Arsenal qui partent un petit peu frustrés disent ah ouais, mais je vais gagner un Fabregas, il fait pareil. Un Adebayor, il fait pareil. Ils ont raison, donc ils gagnent. Donc je veux dire, ils ont pas tort. Ils ont pas tort là-dessus. Non mais on peut pas prendre un joueur en exemple et puis dire voilà, ils sont tous comme ça. C'est pas vrai. Il y a eu un problème de coaching qui est clair, et Mancini a une responsabilité. C'est pour ça que je te dis, ça m'étonne pas qu'à la fin il soit remercié. Comme Ancelotti, il termine 2e avec Chelsea, et ben il a été viré. Et pourtant il avait fait un excellent match contre le Barça, tu te souviens, et ça lui a pas empêché de dire à Abramovich non, moi je veux la Ligue des Champions, j'ai mis mon argent pour gagner ça. Il a eu d'ailleurs à la fin sa Ligue des Champions l'an dernier. Mais voilà, le destin de City, c'est d'être européen, c'est d'aller au minimum. Le minimum du minimum, c'était d'aller en 8e, quoi. Ouais. Avec un groupe comme ça, qui est certes un groupe compliqué, mais on voyait bien quand même City allait terminer 2e. Bah, on voyait bien City un petit peu titiller le Real, et puis... mais ils ont pas réussi à se sortir de matchs qu'ils auraient dû gagner clairement. Regarde, voilà. Ils menaient 2-0 tranquillement contre le Real, et là ça y est, j'ai l'impression que c'est un petit peu, enfin, on n'est pas en championnat. T'avais de dire les mecs, on n'est pas en championnat, tu lâches rien. C'est une grave erreur de sous-estimer la Ligue des Champions. C'est ça, mais c'est une grave erreur de sous-estimer les autres équipes tout court, et j'ai l'impression que c'est ce que fait City parfois. Donc après, ils ont aussi la malchance de tomber dans dans le pire groupe de la Ligue des Champions. Certes. Ouais, bon, si, c'est pas un cadeau non plus. Je peux dire qu'ils seraient tombés dans celle de United avec Cluj, t'as Dortmund, l'Ajax et le Real Madrid, etc.
Je pense que c'est un peu plus cool. Mais quand même, on attendait cette équipe qu'elle confirme. Elle ne confirme pas. Elle devait sortir les cojones. Elle ne confirme pas, mais c'est pas une question voilà, on est City. C'est pas une question de manque de technique, etc. C'est vraiment, c'est une question d'implication et c'est une question de choix stratégique. Hein. Ouais. Mais Raphaël en parlait, mais Mancini, moi je crois que c'est vraiment le cœur du problème là-dessus sur la façon dont sont abordés les matchs par City en Ligue des Champions. Et moi j'essaie de me remémorer, mais à l'Inter, quand Mancini était à l'Inter, est-ce qu'il a eu des résultats probants en Ligue des Champions? Je ne crois pas. Hein. Il faut c'était l'époque de l'Inter qui était un peu maudite en Ligue des Champions. Un peu maudite, qui réussissait, si tu veux, en championnat, mais en Ligue des Champions ça foirait. Il a fallu attendre l'arrivée de Mourinho pour démontrer quelque chose en championnat. Et ben là j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Mancini en Ligue des Champions, la Mancini et la Ligue des Champions, c'est pas une histoire d'amour. Messieurs, on continue avec un autre match important, le Chelsea qui perd 2-1 contre le Shakhtar Donetsk, excuse-moi. Bonne surprise. Dans la poule du FC North Island et de la Juventus de Turin, dont on parlera après. Bonne surprise, oui, comme tu as dit, si on fait une analyse côté match, certes. Par contre, si, quand même. Non, je t'assure que. Alors, que voyais-tu dans cette équipe du Shakhtar? Ah oui, écoute, moi je trouve que cette équipe elle est équilibrée. Elle n'a pas d'individualité née, mais pour ceux qui suivent un peu le football européen, ça fait quand même quelques années qu'elle monte, qu'elle démontre des très bonnes choses. Et moi je voyais pas forcément une victoire, je voyais un nul pour ainsi dire, mais je voyais vraiment Chelsea très accroché et ça s'est passé comme ça. C'est vraiment une excellente équipe. Je la vois dans les huitièmes, je la vois aller en huitième et si l'adversaire s'y prête, pourquoi pas en quart. C'est une très bonne équipe. C'est encore pour ça aussi que la réforme Platini, elle est pas idiote parce que là ça met l'accent sur vraiment une excellente concernant le match. Pour le coup, j'ai essayé de la suivre tant que je pouvais, donc j'ai fait le maximum. Moi j'ai revu, c'est mérité. Je l'ai fait maximum, c'était mérité et c'est surtout là encore, c'était dans le placement défensif de Chelsea où il y avait des gros problèmes. C'est-à-dire que même David Luiz faisait des montées inutiles. Oui, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai trouvé le match de David Luiz pas bon. Ouais. Pas bon du tout et pourtant moi j'adore ce joueur. Je trouve que défensivement ce que fait Chelsea normalement c'est très propre et je suis en admiration devant l'aspect défensif de cette équipe. Et là écoute, ils sont tombés sur une équipe qui se connaissait parfaitement. Ça fait pas mal de temps que Donetsk est pas mal sur le plan européen. Ils jouent dans les intervalles, ça joue bien. Il y a beaucoup de Brésiliens d'ailleurs. Ouais, voilà, tout à fait. Mais voilà, tu sors pas une ou deux individualités du lot. C'est vraiment une vraie équipe qui s'est façonnée avec le temps. Ouais. Donc je pense pas qu'il est nécessaire de déblatérer un petit peu. Faire un point classement peut-être. Faire un point classement. On va juste parler de la Juventus avant. À noter que Lampard s'est blessé peut-être assez sérieusement sur ce match. Un partout sur la Juventus contre North Island et un gros problème. Ça fait quand même 3 matchs nuls pour la Juventus. Comme tu dis, un gros problème dans le sens où Walid, d'ailleurs, je sais qu'il était fervent supporter de la Juventus l'année dernière et qu'il attendait pas supporter mais fan entre guillemets. Il aimait beaucoup le jeu de la Juventus. Oui, je l'aime toujours beaucoup. Il attendait beaucoup le retour de la Juventus en Ligue des Champions. Et là, le fait est que c'est un dur retour à la réalité. Dans le sens où la Juventus avait peut-être oublié ce qu'étaient les exigences européennes. Sauf que là, va falloir se relever pour espérer partir en 8ème de finale, parce que là en jouant comme ça c'est pas possible. Elle est au-dessus, non franchement, même sur ce qu'elle a montré dans les matchs, je me souviens du match contre Chelsea, j'ai moins suivi cette rencontre, mais elle est au-dessus de toutes les équipes du groupe. J'en suis convaincu et sur le plan du jeu, elle l'a démontré. Oui, mais ça suffit pas. Il y a un gros problème et on en avait parlé avec Juventus, c'est la méforme de leurs attaquants et le manque. De Matri, je suis désolé, mais Matri a fait un très mauvais match dans le sens où il a pas converti ses occasions, que ça soit en tir ou même en mais de toute façon, Matri, on sait ce que ça vaut. Matri, c'est un mec qui va te planter 10, 15 buts par an, pas plus. C'est pas le grand attaquant associé à la Juve. Ils ont essayé d'enrôler Higuain cet été, ça a pas marché. Non, puis même Jovinko, c'est sympa, mais il est pas formé là. J'aime bien Jovinko. Oui, mais il est pas formé. C'est pas un grand buteur. C'est pas un buteur. Alors certes, il permet d'éliminer des lignes dans un contexte où justement ces défenseurs Matri, Vucinic, je sais pas, c'est des défenseurs assez lourds. Donc c'est intéressant d'avoir un joueur de ce type-là. Et je pense que de toute façon, quand t'as un milieu de terrain et que t'as Marquisio, Pirlo et Vidal contre toi, tu te dis bon, je vais aller dans un autre club. C'est baraque, quoi. Donc la meilleure preuve quand même, c'est Desailly
qui était quand même un latéral gauche au départ, qui passe à l'aile dans un poste que Pepe occupait il y a quelques années. Pepe pas le défenseur, hein, l'ailier, pour ceux qui auraient oublié et qui penseraient que je dis une bêtise. Non, je vois très bien qui c'est. Mais le remplacement de à la 81e, le remplacement de Matri par Vucinic a fait du bien. Vucinic qui a marqué à la 81e qui a égalisé. Après sur un beau centre d'Isla que Mustapha qui n'a pas pu être présent ce soir, on l'excuse. Joueur, ouais. Mais qu'Isla a fait un très bonne rentrée. Le joueur néerlandais. Je comprends pas parce que même les joueurs du type, tu vois, Lichtsteiner reviennent bien. Il y a tout dans cette équipe pour que ça produise des effets. Mais moi, je ne suis pas définitif. Ils peuvent faire une phase retour sensationnelle. Ils peuvent gagner, si tu veux, leurs 3 derniers matchs. Il va falloir qu'ils s'achètent un réalisme. Il va falloir qu'il y ait un attaquant, que ce soit Matri, que ce soit Collarella, etc., qui se réveille. Ou alors. Les sous. Ouais, mais les sous, ils en ont. Après, ils peuvent s'acheter un attaquant. Tu sais, en Italie, c'est moins. En hiver, c'est plus compliqué. Mais eux-mêmes, de toute façon, ce sera trop tard en hiver. Il y aura plus. La phase de poule sera passée. On parlera de Naples, hein, mais il y a Cavani qui cavale très bien. On en parlera dans le Tour d'Europe de la Ligue. D'ailleurs, justement, ce groupe-là, pour moi, c'est un des plus intéressants de cette Ligue des Champions parce que je suis convaincu que un des deux parmi la Juventus et Chelsea va passer à la trappe dans cette phase de poule. Je vois Shakhtar qualifié moi aussi, clairement. Ouais. Je te dis, les deux équipes pour moi n'ont pas montré les certitudes suffisantes depuis le début de la Ligue des Champions pour s'approprier un statut d'archi-favori. Et de ce qu'a montré le Shakhtar qui est actuel leader avec 7 points, je vois pas pour quelle raison et comment le Shakhtar pourrait s'effondrer d'un coup. Non, ça s'effondrera pas. Non, mais t'as tout à fait raison. Ça sera soit Chelsea, soit la Juve. Moi, je parie sur la Chelsea éliminée. Je vois bien ça. Ça serait énorme, hein, puisque c'est le vainqueur de l'an dernier. Si tu veux, ce qui me ferait aller dans ton sens, c'est que j'ai quand même vu la Juve globalement bouffer Chelsea à Stamford Bridge au match aller. C'était quand même c'était conséquent et ils vont se donner les moyens. À domicile, la Juve, c'est pas la même chose. Hein. Dans leur stade, je vois Chelsea prendre peut-être pas le bouillon, mais perdre. Mais messieurs, je vous vois dire que Chelsea sera très certainement éliminé, etc. Moi, j'arriverai pas. J'ai pas dit ça. Non, mais j'ai dit c'est possible. C'est possible. Tu as dit que en tout cas, tu voyais plus Chelsea que la Juventus. J'arriverai pas là comme ça sur les matchs. J'arriverai pas à vous donner une indication, mais peut-être. Mais il a raison. Peut-être sur le match, la confrontation directe, ça a été clair. C'est ce qui m'a fait rebondir un petit peu, c'est que. Je pense que pour le bien du jeu et d'un certain spectacle, je préférerais voir la Juventus en 8ème que Chelsea. C'est pas faux. Moi j'ai vraiment envie de voir pas forcément même pour le jeu, mais pour voir ce que la Juventus donne dans les phases finales. C'est ça. Dans une phase finale, ça fait longtemps. Voilà, et voir Pirlo au niveau avec la musique. Voilà. C'est toujours plaisant. Et sa grosse barbe. Et puis le Shakhtar qui est une excellente équipe et encore une fois. Je sais pas, ça dépend. En fait, c'est compliqué de se prononcer, de dire jusqu'à où on va aller parce que ça dépend énormément du tirage. Tu vois, s'il tombe sur je sais pas, le Barça en 8ème, s'il termine premier ou en 2ème, on sait pas. Mais je les vois aller loin. J'apprécie cette équipe, elle joue vraiment très bien. Dernier groupe notable, peut-être le groupe H. Avec Manchester United qui a remonté 2 buts du Sporting Braga. Très bon match, dans un bon match, dans un bel état d'esprit de Manchester. On revient, on va gagner. Même Braga, j'ai trouvé que c'était pas mal. Oui, c'était avec le Alan qui était sympa. C'est un joueur que j'ai découvert, je vais pas vous mentir. C'est pas un joueur qui m'a. Pour le coup, il a fait un grand match. Ouais, il a fait vraiment. Mais il y a toujours un joueur qui se révèle contre United comme ça. L'année dernière, c'était Eriksen. D'ailleurs, toi qui suis United de près, j'ai omis le nom de celui qui s'est fait complètement bouffer sur le côté droit sur le deuxième but de Braga. Alors c'est Michael Carrick qui jouait. C'est Michael Carrick qui jouait défenseur central ce soir. Voilà pourquoi il était sur le côté et c'est ce qui a fait. Il a coûté les deux. En même temps, c'est vraiment pas un défenseur central de formation. Je pense pas qu'on puisse tirer de conclusion, quelle qu'elle soit, sur ce. Non, mais je dis juste que sur le côté, je veux dire défenseur central ou pas. Non, mais il s'est fait bouffer. Tu sais, comme tous les milieux centraux, quand ils essayent de défendre, ils vont sur le côté. Ils vont essayer de remplacer. Bon, il a fait ça, sauf que là, il était défenseur central. Donc il s'est pris un vrai dribble FIFA là. Ouais. Non, mais Michael Carrick n'a jamais été connu pour son application de défensive, en tout cas. Un partout entre Galatasaray et Cluj de l'autre côté. Un match que je n'ai absolument pas vu et que je n'ai absolument pas envie de voir. Premier Manchester United. Moi, je sais pas, je trouve que tu éludes bien rapidement ce match parce que moi je l'ai vu un peu. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un match intéressant et United a eu quand même des. Enfin, pourtant, on a l'impression que c'était à l'aise. J'ai trouvé qu'ils ont quand même
pas mal buté et un excellent quand même retour. Moi je trouve que Nani revient bien en forme. Ouais. Je trouve intéressant. Et Hernandez, super quoi. Homme du match. De ouais, homme du match, mais ça comment dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt encore une fois parce que il est pas en confiance en début de saison. Là, c'était très bien, mais je sais pas, mais il a fait quand même un très bon match. Oui, il a fait un très bon match, mais dans un panorama plus global. J'attends toujours je lui préfère Welbeck en tout cas dans la consistance, on va dire. Donc ce qui fait qu'au classement, Manchester United 3 victoires en 3 matchs, 9 points qui se qualifiera obligatoirement. Ils vont réparer le coach de l'année dernière. Voilà, c'est ça. C'est un groupe quand même qui fait pitié. Oui, mais United tombe toujours sur toujours sur des clubs qui font pitié, sur des groupes qui font pitié. Et non, il y a Porto c'est quand même un peu au-dessus que... Mais ce que je veux dire, c'est que United tombe toujours sur des groupes un peu faibles et c'est étrange. Chaque saison, je pense que ça fait bien 5-6 saisons qu'il y a des groupes le FC Bâle, c'était pas si mauvais que ça. Oui, mais c'est le FC Bâle et de l'autre côté les autres. Et c'était une honte pour le club de Manchester United de s'être fait éliminer. Non mais bon voilà, ils sont qualifiés quoi. Derrière Cluj, Braga que j'aurais vu plutôt deuxième, mais bon rien n'est fini, ils sont à un seul point de Cluj et Galatasaray 1 point. Messieurs, je vous propose de finir en faisant un tour rapide de la Ligue Europa. Moi j'aimerais commencer parce que c'est un match que j'ai vu par le match de Liverpool, comme ça on aura clos un petit peu Tottenham a fait un partout, qui s'est encore fait peur. Le match de Liverpool qui était un peu le gros match finalement, qui était contre Lanzi Makashkala, donc le club de Samuel Eto'o si vous n'en souvenez plus. On a vu, c'était un match pauvre, pas forcément techniquement, mais pauvre dans le sens où les deux équipes ont eu peur, voulaient pas vraiment avancer. Lanzi a eu du mal quand même face à un adversaire qui lui semblait un peu l'intimider, et finalement Liverpool a marqué face à un but de Downing enfin, puisque Downing, on rappelle que c'était des stats faméliques la saison dernière. C'était je crois aucun but et aucune passe décisive, donc c'était quand même pour un joueur recruté et qui avait fait une super saison juste avant, qui était relativement mauvais. Bon là il marque un but, le match s'est déroulé en 15 minutes, c'est à dire que de la 45e à la 60e il y a eu pas mal d'occasions. Suarez qui a frôlé les montants, etc., qui a mis un peu la misère. Suarez c'est décidément frôlé. Moi j'aime beaucoup le joueur, moins l'homme, mais le joueur est très bon, mais c'est définitivement pas un finisseur, on peut le dire. Il pénètre bien les défenses. Après, il leur fait mal. Il leur fait très mal aux défenses. Après, c'est vrai qu'il y a eu mieux. Ensuite, Lanzi a eu du mal à rebondir, et il y a eu un but refusé pour Hager à la 80e, et ça s'est fini pour 1-0 pour Liverpool qui prend la tête de son groupe. Qu'elle est justifiée ce refus là? Oui. Pardon, excuse-moi. Le but d'Aguerre. Non, oui, le but d'Aguerre n'est pas justifié. En gros, c'est une altercation classique qu'il y a entre le gardien et mais j'ai vu justement, et je te pose la question pour savoir ton avis quoi. Non, après dans le sens où je pense pas qu'il déséquilibre vraiment le gardien. Je pense que le gardien fait la faute. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu siffles pas contre le gardien, donc il y a but. Voilà, simplement. Et donc simplement pour signaler que Liverpool prend la tête de son groupe et ma foi gagne, s'offre un petit peu un bol d'air grâce à cette Ligue Europa. Messieurs, vous enchaînez avec l'Olympique de Marseille. Écoute, moi je te propose de parler Marseille pour commencer le débat sur les clubs français. Marseille. On va commencer justement on va aller du plus mauvais, si je puis dire, résultat au mieux, comme ça on finit sur une bonne note, tu vois, finir sur ça va positiver un peu dans cette journée européenne qui aura été pas très mauvais quoi, voilà, faut le dire. Écoute, à vrai dire, déjà moi la première surprise avant ce déplacement à Mönchengladbach, c'est la titularisation de Mathieu Valbuena. Tu vois, dans une optique de match tous les 3 jours, d'effectifs restreints, je pensais vraiment que Elie Boep allait choisir de laisser au repos l'élément clé de cette équipe. Et finalement, d'entrée de jeu, je vois que Valbuena est titulaire. J'ai pas vraiment compris, parce que je sais qu'Elie Boep a à cœur cette compétition. Même si au début de saison, il déclarait vouloir en profiter pour faire jouer les jeunes, tu te rends compte que vu le groupe dans lequel tu tombes, tu es obligé de laisser des cadres dans cette équipe. Mais de là à mettre ces cadres toutes les semaines, tous les jeudis en Ligue Europa, je sais pas.
Oui, concrètement, c'est une bonne chose pour le football français. Bah oui. Après, ceux qui donnaient des leçons avant, ils disaient que on les joue pas à fond, etc. On va quand même pas gueuler sur Elie Boep. Non, je gueule pas sur Elie Boep. Je te dis juste que c'est pas gueuler sur Elie Boep de faire tourner son effectif. Tu peux mettre d'autres joueurs. T'as pas l'effectif pour, donc tu mets les joueurs que t'as et puis c'est tout. Il y a pas à calculer autre chose. T'as Gignac qui se blesse le week-end dernier. Donc là, le truc c'est que t'es obligé de faire tourner Walid. Quand tu joues tous les 3 jours, t'es obligé de faire en sorte là que t'as pas l'effectif pour. Si t'as pas l'effectif pour, tu fais pas tourner, c'est tout. Bah t'es obligé. C'est pas question de pouvoir ou pas pouvoir. Il y a une règle qui dit dans le football, vous êtes obligé de faire tourner, vous devez bazarder. Il y a une jurisprudence Gignac. Il y a une jurisprudence Gignac. T'as très bien vu que le mec en Chine. Jurisprudence, arrête, non. Là, il a fait un truc, il a aligné son équipe. On n'a pas encore parlé du match, mais bon, c'était pas évident pour l'Olympique de Marseille. Mais là, au moins, on pourra pas l'accuser, lui dire non, mais vous avez pas joué le premier match. à être d'accord avec toi. Vous avez pas, comme l'année dernière, on disait Antoine Comboiré qu'il alignait des équipes B et qui s'est fait sortir. Là, au moins, il a pris tous les risques. Bon, bah écoute, ça a pas forcément payé là-dessus. Oui, mais le truc, c'est que j'ai pas envie. J'ai envie qu'il ait une équipe type, mais j'ai pas envie que ça lui serve d'argument ou qu'après le week-end on entende tous les week-ends voilà les joueurs sont fatigués, ils ont joué jeudi. On a vu avec Bordeaux qui avait chouiné. Bordeaux avait chouiné l'autre fois parce qu'ils jouaient à 14h le dimanche et qu'ils avaient joué en Europa League. Je veux dire, si c'est pour que ça serve d'argument le week-end, ça sert à rien. Ouais, tu vois. Mais ça c'est la chouine, c'est la spécialité de la spécialité de chez nous quoi. On peut leur niche tout le temps, ça fait pas avancer le football, mais on s'en fout. Je veux dire, le mec là il a fait. Je préfère qu'on parle football et qu'on en revienne vraiment au match. Ça n'a pas été évident pour Je veux parler Jordan Ayew. Et voilà, c'est ce que c'est. T'as compris tout à fait là où j'allais en venir. Ouais. Jordan Ayew, pour parler encore de Chouine et revenir un peu à ce sujet-là, qui chouinait en début de saison et disait oui mais attendez, moi j'ai pas le temps de jeu que je mérite. Ah bah oui, hein, t'as pas le temps de jeu que tu mérites, mais t'as vu un peu tes prestations mon petit gars, t'es mauvais à ce point-là et je veux dire quand on parle, on a le droit de parler, hein, on a le droit de gueuler, on a le droit de s'estimer lésé, mais il faut montrer quelque chose sur le terrain. Et ce mec-là, bah, il montre rien du tout. Pour moi, je vois pas comment il peut progresser, j'ai pas l'impression. Dans la famille Ayew, c'est vrai qu'on n'est pas forcément doté de capacités intellectuelles très avancées, mais au moins l'autre a un minimum de talent. Tu vois, au moins le grand frère André a quelque chose, un peu de football. En tant celui-là, je vois pas ce qu'il a. Il faut, Raphaël, tu vas peut-être m'expliquer, mais je vois pas ce que l'apport de Jordan Ayew. Je vois pas comment il peut progresser. Voilà, c'est tout. Le problème là, de toute façon, avec Ayew, c'est connu, c'est que c'est aussi un problème de mentalité. Je pense que malheureusement, il est encore jeune, mais il a déjà. Il a encore un état d'esprit assez juvénile et pour moi pas assez mature pour le monde professionnel. Est-ce que tu le vois s'améliorer, tu vois ? Est-ce que tu te dis mince alors ce mec ? Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas justement dans la démarche psychologique pour s'améliorer. Et bah voilà, moi je le vois pas s'améliorer concrètement. Et autant l'autre a un peu de football, André a un peu de football. Il fait encore des erreurs de débutant, il fait preuve de très très peu d'intelligence footballistique. C'est médiocre. Quoi. Et même pour le football français, c'est pas comme ça qu'on va progresser. C'est pas. On reparlait de la formation l'autre jour. Ah bah là, c'est pas en ressortant. Non, bah si, c'est. Là, tu peux pas t'en passer pour ce match-là. Enfin, tu peux pas t'en passer dans le sens où ça te permet quand même de faire souffler certains mecs. Bah écoute, ouais, mais alors dans ce cas-là, y a pas d'autres attaquants même à la réserve, y a pas. Non mais faut leur donner du temps de jeu. Je veux dire, Jordan Ayew, il a pas non plus, c'est pas non plus, je sais pas, j'ai trouvé un exemple, c'est pas Vachoussek des années 2004. Je veux dire, c'est un jeune qui était à la base, qui était quand même prometteur, qui tarde à confirmer. Là, il tarde vraiment beaucoup, quoi. Enfin, à faire preuve de maturité suffisante. Et y a pas, enfin, je vois rien avec ce. Des fois, il a des micro éclairs de génie. Mais c'est comme dit l'expression cher à Robin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ouais. C'est-à-dire que Jordan Ayew, c'est clair que c'est pas suffisant, mais de toute façon, là, faut pas en parler comme d'un titulaire. Je veux dire, Jordan Ayew, c'est un remplaçant depuis le début de la saison. C'est le mec qui rentre à 15 minutes de la fin du match. Là, il a joué parce que c'était l'Europa League. Mais faut pas faire de son cas quelque chose d'important du côté de l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Ça serait donner trop d'importance justement à ce joueur-là. Ouais, je sais pas. Donc quand même, Marseille a fait quand même un minimum tourné face à cette équipe de Mönchengladbach qui avait terminé, je crois, 4e du championnat allemand l'année dernière, si je me trompe pas, qui était qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui est pas passé. Ouais. C'est une équipe. Alors c'est vrai que je suis moins quand même le football allemand, mais qui a quand même recruté, je crois. Au début de la saison, ils ont beaucoup pâti du départ de Marco Reus et ils ont eu du mal à combler. Qui était quand même la pièce maîtresse et la pièce angulaire de cette équipe. C'était la star de toute façon du collectif, il n'y a pas à dire là-dessus.
Mais c'est vrai qu'après un début de saison difficile, ils ont réussi finalement à se remettre dans le droit chemin. Oui. Et ça se voit par ce résultat face à l'Olympique de Marseille. Parce que mine de rien, c'est un match de Coupe d'Europe, c'est un match d'Europa League. Faut le gagner, 2-0 c'est propre. Marseille n'a pas montré grand chose. Je sais pas ce que t'en as pensé, Walid, mais là, ce qui me donne des signes d'encouragement aussi, c'est que comme tu l'as dit, c'est qu'Elie Boep semble vouloir vraiment la jouer à fond finalement. Mais c'est une très bonne chose. Et moi, je trouve même qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration tactique de cette équipe. Après, les individualités sont toujours les mêmes et elles n'ont pas forcément. Mais c'est inquiétant pour Marseille quand même, qui fait 3 défaites et un nul sur ses 4 derniers matchs. C'est sûr un nul heureux. Passe brillante. Passe très très brillante. On continue avec le fameux match à 4000 balles. C'était surtout le fameux match à 4000 spectateurs. Vu que c'était Bordeaux qui a joué contre le Maritimo Funchal, un club. Et tu peux pas mettre les places gratuites dans ce cas-là, ou faire des offres, ou faire un truc. Non mais c'est pas qu'il y a 4000 spectateurs, c'est qu'il y a 4000 places dans le stade. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok, c'est bon. Donc un vrai stade de moins de DH même, c'est rien, c'est bon. En tout cas, Bordeaux, match nul un partout parce que ouverture du score et puis comment dire, le Maritimo qui revient et Bordeaux encore qui est avec sa malédiction des matchs nuls. Je crois qu'il y avait une stat, il y a une stat qui dit que en championnat. Si Bordeaux on retire le temps additionnel à Bordeaux, ils sont premiers de Ligue 1. Tu te rends compte ou pas? Oui, c'est un mythe. Non, mais voilà, c'est un mythe. Mais tu vois, c'est pour te montrer la perte mentale. Et il me semble. Non, mais là, pour le coup, ils sont quand même sacrément fautifs. Je veux dire, c'était Marc Planus. Mais c'est Marc Planus qui disait que ça commençait à devenir une psychose, etc. Mais c'est vrai que Bordeaux a vraiment beaucoup de mal à finir. Sur l'action, le gardien, il y a rien qui l'oblige à faire une parade pour les photographes. Non, mais oui. Il perd énormément de temps pour se relever, du coup, parce qu'il fait la première parade qui est pas vraiment utile, où il s'enflamme complètement. Ce but, il est largement évitable pour les Girondins de Bordeaux. C'est peut-être un problème de concentration, un problème d'investissement, je sais pas, à vrai dire. Mais Bordeaux, là où tu as raison, c'est vrai que c'est un peu bis repetita à chaque fois. On a l'impression de revoir les mêmes matchs, les mêmes problèmes. Et finalement, sur la scène européenne, une progression pas vraiment criante. Une progression qui est même presque nulle parce que on était content qu'ils avaient battu Bruges 4-0. Après ils se font mettre une fessée contre Newcastle 3-0 et voilà quoi, ça n'apporte rien. C'est l'année où jamais, je veux dire, en Europa League pour faire des résultats quoi. Nous on a toujours on a critiqué un peu cet état d'esprit, pardon, je vais y arriver, je fatigue un peu, qui consistait à bazarder cette compétition et à l'image un peu de ce qu'avait fait le Paris Saint-Germain l'an dernier. Là, écoute, on a 3 équipes. Il faut qu'on ait au moins 2 qui se qualifient pour les 16e, ça serait le minimum, voire 3. Tu vois, là, le truc, c'est que je me demande si, même qualifiés pour les 16e, ils la joueront jusqu'au bout, cette compétition. Il faut faire quelque chose. Mais non, leur objectif c'est de se requalifier l'année prochaine pour la Ligue Europa pour avoir des sous pour pouvoir rien faire. Parce que plus tu t'approches de la fin de saison et plus en France on va mettre en avant l'objectif des 3 places qualificatives pour la Ligue des Champions et des rentrées d'argent que ça engrainerait. Mais regarde, en plus c'est profitable. Je regarde un peu le Shakhtar Donetsk, tu le vois qu'en Ligue des Champions ça marche bien. Ils ont fait des très bons euros. L'Atlético Madrid, c'est pareil, ça se revoit en championnat, donc c'est un excellent investissement. C'est une grave erreur de raisonner de la sorte. Valence, à une époque, tu t'en souviens quand ils ont gagné contre Marseille, ils ont eu aussi une période d'euphorie. Donc il y a un retour financier, un retour financier, un retour en notoriété, un retour en palmarès qui est intéressant dans cette compétition. C'est vrai que jouer le jeudi, moi je trouve que c'est peut-être une bêtise. La jouer à une autre période, mais ça quand dans ce cas-là ça s'explique parce que il faut faire la lumière, elle doit être sur la Ligue des Champions. Si tu fais jouer Lyon et Marseille en même temps que la Ligue des Champions, je veux dire tu t'exposes à ce que personne ne regarde les matchs. C'est pour une question de droit TV tout simplement. Mais c'est vrai que les calendriers sont chargés, peut-être il faut la réadapter, faire moins de clubs, il faut faire quelque chose, mais en tout cas, ça n'est pas une excuse pour les clubs français pour ne pas rien faire. Et on a vu avec Lyon qu'il y a quand même... Voilà. Et je propose, il y a quand même quelque chose à faire après leur victoire 2-1 face à Bilbao, qui était mi-méritée, mi-chanceuse. Enfin, mi-méritée. Enfin, tu vois, ils étaient
Est-ce qu'ils ont été chanceux parce que Vercouttre a été inspiré, ils ont réussi à faire preuve d'un solide bloc défensif. Par contre, ils sont mangés les assauts de Bilbao qui a vraiment manqué de réussite. On a vu Bielsa, mais vraiment s'énerver sur le banc. De toute façon, El Loco, il est pas facile. Voilà. Et donc, mais bon, c'est un bon résultat pour Lyon et je vous propose d'écouter une petite interview de Rémi Garde, histoire de voir un petit peu ce que Monsieur Garde en pense. 3 victoires, 9 points. Bon, c'est un début de compétition idéal. Maintenant, ça a été acquis dans la douleur ce soir, mais on a vu des bonnes choses. Oui, avec 3 victoires, 9 points, si on ne se qualifie pas, c'est qu'on fera pas bien les choses et c'est pas dans nos intentions, mais on n'est pas encore qualifié, donc on va rester très prudent. Et j'ai douté, j'ai craint effectivement tout au long de ce match parce que je crois qu'il faut rendre hommage à cette équipe de Bilbao qui a montré à tout le monde pourquoi elle était arrivée en finale de cette compétition l'année dernière. Voilà, donc nous on s'était préparé à souffrir, mais on s'était aussi préparé à les faire souffrir. Je crois que sur la deuxième mi-temps, on a récupéré un peu plus de ballons, on leur a posé des problèmes. Puis effectivement, après leur égalisation, parvenir à aller arracher la victoire, c'était vraiment bon. Bah voilà, je pense qu'il résume bien la situation. Il a un petit peu usé un caleçon sur la fin de match, mais mine de rien. Et Lyon s'en sort avec un Gomis qui était pas très inspiré parce qu'il frappe vers la 90e, il frappe sur le gardien. Au contraire de Lisandro d'ailleurs. Au contraire de Lisandro dont on parlait, ça m'efforme un petit peu, qui revient. Donc ça fait toujours plaisir. Mine de rien, ça fait 8 buts pour Lyon en 3 matchs. Lyon qui prend un petit peu au sérieux cette compétition dont on a souvent dit qu'elle devrait participer parce qu'en Ligue des Champions ils sont pas assez bons, mais peut-être qu'en Europa League, et là ils sont sérieux, ils gagnent leurs 3 premiers matchs, tout bon. Tout bon, et moi je suis plutôt content de voir que Lyon obtient ces bons résultats, parce que au début de la saison j'avais entendu le discours de Jean-Michel Aulas qui disait justement vouloir vraiment la jouer cette compétition, et là je vois que c'est vraiment le cas. Avec une équipe quand même pas mal remaniée face à l'Athletic Bilbao, ils arrivent à s'en sortir. 9 points, et peut-être que c'est en engrangeant ces bons résultats qu'ils vont commencer à se dire finalement on va jouer notre va-tout à fond et on va la jouer à 100% cette compétition. Parce que connaissant Jean-Michel Aulas et l'importance qu'il voue aux Coupes d'Europe, plus tu te rapproches d'un sacre final et du fameux Graal, plus je pense qu'il va taper des points sur la table pour aller jouer et faire des résultats dans cette compétition. Ouais. Je pense aussi. Messieurs, je pense qu'on... Walid, peut-être un mot ? Ouais, non, mais juste pour reprendre un peu la discussion, je voyais l'équipe alignée par Lyon, et à 1 ou 2 exceptions près, c'est l'équipe de titulaires aussi. C'est la même équipe qu'on voit en Ligue 1, donc là, il n'est pas question de tourner ou pas tourner. Ouais. C'est la même équipe, et ça démontre qu'aussi qu'il y a du sérieux, qu'il y a de l'attente dans cette compétition. Voilà, et puis que la préparation physique est faite pour tenir justement on verra ça au mois de mars, avril, mai... Voilà, c'est là où on aura la réponse à ta question. C'est vrai. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette émission. Très très bonne. Une bonne émission. J'ai trouvé, voilà, c'était technique, c'était tactique. Il y a une absence qui a fait du bien. Le petit pic, le javelot. C'est pas vrai. C'est la petite baffe d'Amalfitano à la mi-temps. Voilà. On revient vite. Allez, après cette belle journée donc européenne, on se retrouve lundi pour le meilleur du foot européen, la Ligue 1 et voilà, la Ligue 1, les clubs étrangers. Vive la Ligue 1, ouais. Voilà, et ma foi, un très bon ou très pas bon, on verra s'il offre du spectacle ou pas. Olympico, cher à Canal+, Lyon-Marseille. Ouais, ça va être mauvais, je le sais. Ça va être mauvais. Marseille-Lyon. Marseille-Lyon. Je sais pas pourquoi je dis Lyon-Marseille. Et ça change tout. Voilà, allez, j'y crois pas. On se laisse sur Stupid de Bobby Womack. Et ma foi, à lundi. Passez un bon week-end et bonnes vacances, messieurs. Allez, au revoir.